Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Je suis très embêté. Je suis très embêté. Il est 16h03 et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, à mon avis, il va être difficile de faire l'émission aujourd'hui parce qu'il nous manque une pièce maîtresse. Ah oui. Fabien Lecoeuvre. Il met plus de temps que les autres à arriver. Oui, je sais. Il y a des petits pas. Forcément. Mais bon, c'est vrai que ça fait 3 jours qu'il n'a pas parlé dans l'émission, mais il peut nous manquer quand même. On sait jamais, ça peut arriver. Voilà. C'est un appui visuel. En tout cas, je suis embêté. Mais c'est un appui visuel. C'est un petit point visuel qu'on voit comme ça dans le studio et c'est un de nos repères. Il va arriver dans un instant. Olivier d'Artigol est là, toujours aussi heureux d'être là. Et vous savez, moi aussi, et je vais vous dire, moi, si j'avais ma meuf à la radio, je serais très heureux de venir tous les jours à 16h. Déjà, je suis heureux de retrouver les auditeurs, mais si en plus j'avais mon crush, à la radio, je peux vous dire qu'elle était encore plus heureux de venir, forcément. Voilà. De qui parlez-vous De vous, Valérie Bédaï. T'étais pas là, Valérie, mais quand t'étais en train d'arriver, Olivier a dit où est Valérie, Oui, Valérie. Gauthier Lebré est là, bien entendu. Merci, Gauthier Lebré. Merci, Cyril. Ça va. Alors, vous avez mis une pochette, vous, aujourd'hui? Non, alors figurez-vous que c'est à vos équipes. On a enregistré une émission ensemble et j'ai pas eu le temps de leur rendre. Ah d'accord. Donc je peux vous la rendre là pour que vous la rameniez à la Canal Factory. Je préférais parce qu'on a serré les budgets dernièrement. Merci. D'Artigol, ça va? Vous allez bien? Vous m'avez même pas dit bonjour. Mais si, je vous ai dit bonjour. Et j'ai même dit je suis à l'heure aujourd'hui. Ah d'accord. Vous avez vu, je retiens même pas ce que vous dites. On va dire comme vous me marquez. Je vais essayer de faire mieux. J'ai 2 heures pour essayer d'imprimer. Il est charmant. Valérie Bédaï est là, encore un foulard. Eh oui, mais je vous avais dit, un jour un foulard. Encore un foulard. Il est joli celui-ci, non? Non. Oh, merci, te va très bien, Valérie. Non, ça va. Il est très belle. Il est très élégant. S'il vous plaît, vous n'allez pas vous mettre sur Valérie aussi. Mais non, ce n'est pas une cougar. Les compliments font du bien. Exactement, merci Gauthier. Comment vous avez de foulards, Bénaïm? Oh, j'en ai énormément, j'adore ça. Mais je vais vous acheter des foulards. Je vais vous acheter des foulards. Elle joue à Colin Maillard. Cherchez un cadeau à lui faire, je vais vous acheter des foulards. Ah non, mais c'est vrai. T'as besoin, votre amitié est un cadeau. Oh, ça me coûtera moins cher. Allons-y sur l'amitié, c'est très bien. Allez, on va rester là-dessus. Appelez-nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On va parler. On va parler d'un truc qui s'est passé. Le taux d'emprunt de la France a dépassé pour la première fois celui de la Grèce. Alors, on se moquait de la Grèce il y a quelques années. Et aujourd'hui, ça y est, on les a dépassés. De toute façon, on est en train de dépasser tout le monde. Je vais vous dire, c'est devenu. Il y a que des uluberlus, qu'on entend parfois, que j'ai parfois dans mes émissions, qui peuvent nous dire non, tout va bien, vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, Michel Barnier prédit une tempête financière en cas de censure de son gouvernement. Je pense que censure ou pas censure, la tempête financière, elle va arriver. Ça change à la marge. On va pas se raconter d'histoire. Le moral des ménages se dégrade forcément et la crainte du chômage augmente. On va en parler. Dites-nous si vous êtes inquiet. Dites-le nous à l'antenne d'Europe 1, 01 80 20 39 21 et on va en parler avec mon économiste préféré. Vraiment. Mais vraiment, c'est je le dis. Je le veux depuis très longtemps. Il avait fait une de mes premières émissions sur Europe 1. C'était en juin. Quand j'étais de retour sur Europe 1. Et aujourd'hui, il est de retour avec nous. Quel bonheur. Marc Toiti est avec nous. Merci beaucoup. Bonjour, cher Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Toujours un plaisir. Mais voilà, quand je peux venir, je viens. Mais je suis toujours un peu par bons et par bons. Nous, si vous pouvez venir le plus souvent possible, parce que c'est un bonheur de vous entendre. Merci. Et au moins, il dit les choses clairement. Alors, on va parler de cette tempête financière. Alors, j'ai vu là, vous avez vu qu'il y a un nouveau truc. Ils veulent taxer l'eau. Vous avez vu cette histoire ou pas? Là, ça y est, ils veulent taxer l'eau minérale. Donc voilà, ça veut dire qu'il va falloir. Il paraît que c'est pour nous inciter à boire de l'eau du robinet. Voilà. Et le Sénat qui a voté aussi une taxe sur le gaz. Oui. Le Sénat qui a rejeté la taxe sur l'électricité, d'ailleurs comme Michel Barnier, mais qui a voté une taxe sur le gaz. Et ils ont augmenté la flat tax aussi de 3%. Mais Michel Barnier annonce qu'il ne va pas augmenter les taxes sur l'électricité. 3 points, exactement, 3 points. Ils ont augmenté 3 points. Donc il faut être prudent quand même, parce que rien n'est encore voté. Attendez, c'est que des annonces. Et rien ne sera peut-être voté parce qu'il y aura une censure. Mais c'est ça le drame, c'est qu'en fait, on a, comme Cyril vous le disiez, c'est que la tempête financière, elle a déjà commencé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, donc, on a le taux d'intérêt que paye la France sur sa dette publique qui est plus élevé que la plupart des pays de la zone euro. Donc, évidemment, l'Allemagne, mais également le Portugal, l'Espagne et donc la Grèce. Voilà, ça c'est nouveau, effectivement. Et donc, ça fait beaucoup de peine, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'on a effectivement une crise de confiance aujourd'hui sur la France. Bien sûr. C'est cette crise de confiance des investisseurs qui se disent, qu'ils soient français ou étrangers, finalement, est-ce que on fait moins confiance aujourd'hui à la France pour réduire son déficit public qu'à la Grèce? C'est quand même, c'est une vraie nouveauté, si vous voulez. Et donc ça, c'est avant le budget, avant l'éventuelle motion de censure, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un problème numéro 1. Voilà, on essaye de faire des cadeaux ici ou là, parce que sur les 2 dernières années,
la France, c'est le seul pays de la zone euro qui a augmenté son déficit public. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Il y a que tous les pays ont fait des efforts. C'est fou. Écoutez, on va arrêter, on va essayer de réduire justement ces déficits, etc. Et nous, on a dit non, continue. Alors que Bruno Le Maire, évidemment, avait annoncé non, mais tout va bien, c'est les 30 glorieuses, etc. On va réduire le déficit. Ça fait 2 années de suite que ça a augmenté. Et rendez-vous compte, entre ce qu'il avait annoncé il y a 1 an et la réalité actuelle, il y a 100 milliards d'euros d'écart. C'est incroyable. Mais c'est pas 100 millions, 100 milliards. C'est pas une erreur, là, c'est pas une petite erreur. Ah non. C'est-à-dire que c'est vraiment une plantade complète. Là, il y a un vrai trou dans la caisse. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Non, il y a un trou dans la raquette. Il y a plus de raquettes, j'en dis. Il y a même plus de raquettes, là. On joue avec nos mains, là. Oui, Gauthier Lebray. Oui, non, mais c'est vrai que personne. Alors, vous avez vu que c'est de la faute de personne. Il y a une commission d'enquête au Sénat. Ah, mais ça, c'est Bruno Le Maire est arrivé pour dire que c'était de la faute de Michel Barnier qui était là depuis 15 jours. Elisabeth Borne, c'est pas de sa faute. Gabriel Attal, qui a été ministre du budget et Premier ministre, c'est pas de sa faute. Donc personne ne veut assumer cette légère erreur de 100 milliards et ce déficit qui s'est envolé en l'espace de 6 mois. Ça, je pense que cette déresponsabilisation est très dangereuse parce qu'un chef d'entreprise, sa boîte elle coule, où il y a des problèmes, lui il est redevable si vous voulez, on lui demande des comptes. Là effectivement, on a quand même des dirigeants qui, disons-le, ont coulé le pays, clairement. Alors c'était facile, c'était la fuite en avant. Moi je me souviens, il y avait une réunion à Bercy justement, Bruno Le Maire avait convoqué quelques économistes et j'étais là et j'avais dit écoutez, il faut arrêter de monter la dette publique maintenant. Et tout le monde m'a sauté dessus, alors pas physiquement bien sûr, par les paroles, en me disant non mais on s'en fiche de la dette publique, on peut continuer comme ça indéfiniment, c'est la Banque centrale européenne qui finance, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Il y a un manque de discernement incroyable. Je sais, on en avait parlé ici même en juin. Exactement. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous payons simplement les erreurs. Encore une fois, il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été faites, je pense même jusqu'au sommet de l'État, parce que depuis le début, il y avait l'absence de volonté politique de M. Macron de réduire la dépense publique. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a eu dissimulation ? Est-ce qu'on a caché ? C'est la vraie question. C'est ça la question. Quand il manque 100 milliards, effectivement, il y a un problème. Oui, un problème. Quand on a 10, 20 milliards, ça peut arriver de faire par exemple, il y avait une grande erreur qui a été faite, c'est qu'ils pensaient que les taux d'intérêt n'allaient pas augmenter. Sauf comme ils ont augmenté, la charge d'intérêt de la dette, vous savez combien ça nous coûte la dette aujourd'hui, chaque année ? Juste les intérêts. 60 milliards d'euros. Et l'année prochaine, 75 milliards. Vous vous rendez compte ? Ce qui veut dire qu'en fait, on ne fait que rembourser les intérêts de la dette. Donc ça, c'est de l'argent, excusez-moi l'expression, fichu en l'air. Et sur 5 ans, ça va coûter 300 milliards. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 300 milliards d'euros en termes d'hôpitaux, en termes de social, ce que vous voulez. Et donc, c'est ça qui est dramatique. Et tout ça, moi, je ne suis pas devin. Je le voyais à l'époque. Je le disais effectivement. On me disait, mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non. Encore une fois, ce qu'on demande à nos politiques, justement, d'anticiper, de voir ce qui va se produire et d'éviter d'en arriver là. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des responsabilités, mais comme d'habitude, on ne les dira pas. Est-ce qu'on peut, j'allais dire, pas rétropédaler, mais en tout cas, stopper un peu cette course en avant ? Non, le mal est fait. Il n'y a plus tellement de choix. Maintenant, il faut... Si vous voulez, pour réduire votre dette, il faut avoir des excédents publics. Exactement. Donc, on n'en est pas prêt. C'est-à-dire que là, on est le seul pays, encore une fois, où nous augmentons notre déficit public chaque année. Il n'y a pas de solution, alors ? Il y a des solutions, bien sûr. Il y a des solutions en termes de réduction de la dépense publique. Là, oui. Par contre, quand j'entends aujourd'hui, même M. Barnier, malheureusement, et je n'ai pas compris, il nous annonce une augmentation des impôts. Moi, au début, je cru que c'était le NFP qui avait fait le programme économique, si vous voulez. Qui peut annoncer des hausses d'impôts, si vous voulez, surtout, entre guillemets, pour un gouvernement de droite ? Donc, non. Je rappelle que la France est le pays au monde où il y a le plus d'impôts. Il n'y a pas un pays au monde où il y a le plus d'impôts et de taxes qui pèsent sur la richesse, et on veut encore l'augmenter. Donc ça, c'est ce qu'on apprend, si vous voulez, aux étudiants en première année d'économie. On leur dit, attention, si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique, donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, on aura moins de recettes fiscales. C'est une erreur de béotien. Et pourtant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Appelez-nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On vous attend pour nous dire si vous êtes inquiet. Et puis on va vous donner des indications, bien entendu, avec Marc Toiti, économiste. Puis si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Alors, que peut-il se passer si le budget n'est pas voté, le gouvernement censuré ? Ce sera que pire, en fait. Ah oui, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui inquiète, si vous voulez, alors, je rappelle aussi un élément important. Aujourd'hui, quasiment 55% de notre dette publique est détenue par des étrangers, par des non-résidents. Donc ça veut dire que, souvent on me dit, regardez, les Japonais, ils ont une dette publique énorme, plus forte que la nôtre. C'est vrai, sauf qu'au Japon, 98% de leur dette est détenue par des Japonais. En plus, ils sont patriotes, donc il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas vendre leurs obligations japonaises. Par contre, nous, ces étrangers, si on ne les rassure pas, évidemment, ils vont vendre cette dette publique. Au mois de juillet dernier, il s'est passé un truc, on n'en a quasiment pas parlé. Moi, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, mais sinon, très peu. Les fonds japonais ont vendu pour 8 milliards d'euros de dette publique française. 8 milliards, comme ça.
du jour au lendemain. Donc il y a cette inquiétude qui est là. Si vous voulez. Et donc, quand on dépend de l'étranger, encore une fois, parce qu'on me dit oui, mais on dépend des marchés, c'est pas normal. Mais qui nous a mis là-dedans ? C'est nos dirigeants qui, justement, ont tellement augmenté cette dette, ils ont cherché des financiers de cette dette, qui étaient notamment étrangers. Et il va se passer quelque chose demain soir, très important, enfin on verra, c'est que l'agence de notation Standard & Poor's doit réviser la note de la France. On va expliquer ce que c'est aux auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous à 16h13. C'est des agences de notation, et donc il y a des notes maximales pour l'emprunt. Voilà. Non, en fait, si vous voulez, c'est simplement pour noter. En fait, on note les pays en fonction justement de leur santé qualité, santé économique, de leur qualité, de leur facilité de remboursement. Exactement. Et donc, alors la meilleure note, c'est AAA. Exactement. Donc, je pense que c'est pas l'andouillette. AAA, c'est 5A d'ailleurs pour les connaisseurs. Oui, on a été longtemps AAA, mais on est plus longtemps. On a été très longtemps, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on n'est plus AAA. Après, on est tombé AA, et maintenant, on risque de tomber simple A. Alors, on dit, bon, c'est quoi le problème ? Il y a un gros problème, parce que, sans rentrer dans la technique, mais il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, donc des banques, par exemple, des compagnies d'assurance, qui sont obligés d'acheter de la dette publique AAA ou AA. C'est ce qui leur permet justement d'assurer le ratio de solvabilité, comme on dit. Bref. Donc, tant qu'on est AA, ça passe. Ces banques-là, etc., nous achètent notre dette. Si on passe simple A, alors là, on n'est plus dans le cahier des charges, et tous ces investisseurs n'achèteront pas notre dette. Le problème, c'est que l'année prochaine, l'État français doit émettre 300 milliards d'euros de nouvelles dettes. Donc, si on n'a personne en face, ou parce qu'on est simple A, alors là, évidemment, et c'est là où ça concerne tous les Français, c'est que les taux d'intérêt vont augmenter. On peut en parler par rapport à la Grèce, mais quand les taux d'intérêt augmentent, c'est pas que l'État qui paye, c'est nous aussi. Bien sûr, parce que ça veut dire que tous les taux d'intérêt des entreprises, des ménages, augmentent également, et à ce moment-là, ça casse l'activité économique, ça casse la consommation, ça casse l'investissement, donc ça fait de la récession, donc du chômage qui augmente. Vous voyez, tous les plans sociaux qu'on a depuis quelques mois, là, ça tombe pas du ciel. C'est parce qu'effectivement, on a une quasi-récession qui est là, donc le chômage qui augmente, la dette publique qui augmente encore, parce qu'il y a plus de déficit, donc les taux d'intérêt qui augmentent encore, c'est un cercle vicieux dramatique. Et nous y sommes déjà aujourd'hui, avant même, effectivement, l'éventuelle motion de censure. Et si jamais il n'y a pas de budget, alors il y a une loi spéciale qui pourrait être prise. Il y aura un budget. Alors voilà. C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que on peut rééditer le budget de 2024 en 2025, en fait. Par défaut. Sauf que là, on sait d'ailleurs qu'on aura un déficit public énorme, de 6,5% du PIB. Donc, ça sera pas de nature à rassurer effectivement les investisseurs. Donc on perdra quand même notre AA, on sera dégradé, et derrière les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Et question de Béotienne, mais ça veut dire est-ce que nos banques sont solides, parce que les petits épargnants, il va commencer à flipper. Non, la chance qu'on a en France, c'est d'avoir des grosses banques, effectivement, ce qu'on appelle, on dit en anglais, le too big to fail. Ça veut dire qu'elles sont trop grosses pour faire faillite entre guillemets, donc elles ont un poids énorme. Mais bon, on ne sait jamais. Encore une fois, parce que on ne sait pas toujours tout ce qui se passe dans certaines banques, notamment les moins grandes. Mais c'est vrai, bon. Les grandes banques françaises, on ne va pas donner de publicité, mais elles sont quand même assez solides. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des banques en difficulté, ça c'est sûr. Et après, n'oublions pas que si la France, parce que la crise grecque, parce qu'on l'a oublié à l'époque, bon, ça a coûté quand même 350 milliards d'euros. Exactement. À l'époque, c'était la dette grecque, 350 milliards. Bon, c'est beaucoup, mais c'est pas... Nous, c'est 3300 milliards. C'est pas le même chiffre, il y a un zéro de plus. Voyez. Donc là, si effectivement, il y a une attaque de la dette publique française, la plupart des banques, pas que françaises d'ailleurs, qui détiennent cette dette publique, elles vont être appauvries. Elles vont peut-être pas faire faillite, j'espère pas, mais elles vont avoir des difficultés financières. Donc, c'est-à-dire que ça peut générer une crise financière, mais encore une fois, je suis désolé de le dire, c'est mérité. C'est-à-dire que ce n'est que la sanction des erreurs qu'on a fait ces dernières années. Et à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est presque normal. Quand vous faites des erreurs, il faut qu'il y ait une sanction. Le drame qu'on a eu avec le coronavirus, c'est que justement, plus on augmentait la dette publique, comme c'était financé par la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle la planche à billets, oui, c'est un terme, voilà, on imagine la planche à billets, là on imprime des billets, l'argent magique, donc ça coûtait rien à l'État, sauf que c'était temporaire. Et nous, après le corona, on a continué à faire justement cet argent magique, entre guillemets, et c'est maintenant qu'on doit payer. Donc il fallait s'arrêter. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Quand Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a évoqué un scénario à la grecque, ça veut dire quoi, Marc Toiti ? Alors bon, ça serait quand même très grave. Si on se souvient ce qui s'est passé en Grèce, on peut demander à Nikos d'ailleurs, parce qu'il s'en souvient peut-être. On n'y est pas, quand même. On n'a pas la troïka. Non, voilà, heureusement qu'on n'y est pas, mais... Ce qui s'est passé quand même à l'époque, c'est qu'on a eu effectivement... Moi, excusez-moi, Marc Toiti, moi j'ai peur. Moi, j'aime beaucoup Olivier d'Artigol, mais Olivier d'Artigol, excusez-moi, vous êtes dans le monde de oui. Vous vous rendez pas compte. Non, mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Non, mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Donc, quand on vous dit un scénario à la grecque, vous dites non, mais ça n'arrivera jamais.
Non, j'ai pas dit ça. Non, mais si je vous J'ai dit que la Grèce, au moment, Marc va dire, il y avait la Troïka. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans une situation qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Ne croyez pas. Non, mais moi, je me souviens au début de la crise grecque. Justement, j'étais en Grèce plusieurs fois parce que j'avais des clients là-bas encore à l'époque. Et je me rappelle, ils me disaient, vous savez, nous, on est la Grèce. On n'est pas l'Argentine. Exactement, oui. Vous voyez ? Et là, on dit la France. On dit, nous, on est la France. On n'est pas la Grèce. Alors, évidemment, c'est vrai. La France est quand même une richesse plus élevée que celle de la Grèce, c'est sûr. Mais néanmoins, attention, il y a des dangers. Les Grecs ont tellement souffert. C'est ça. Mais justement, il faut surtout pas que ce qui s'est passé en Grèce arrive en France. Parce qu'en Grèce, rendez-vous compte, le PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en Grèce, donc, a baissé de 30%. Oui. Rendez compte le drame humain. Avec, on payait pas les fonctionnaires, il y avait des retraites qui n'étaient pas payées, qui après ont été réduites. Une horreur. Et encore aujourd'hui, même les banques, souvenez-vous, les banques. Les banques, bien sûr, qui étaient au bord de la faillite. Voilà, alors il y a eu Chypre où là, il y a une banque qui a fait faillite. Ouais. Et là, tous ceux qui avaient leur argent dans cette banque, ils ont récupéré 100 000 euros, pas plus. Tout ce qu'il y avait au-dessus, ils ont perdu. Mais bon, ça, c'est le scénario catastrophe. Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'en Grèce aujourd'hui, parce que depuis, donc c'était en 2010-2012, donc depuis la Grèce a redémarré, fort heureusement. Vous savez aujourd'hui où est le niveau du PIB grec, de la richesse grecque, c'est encore 20% inférieur au niveau de 2008. Vous vous rendez compte l'horreur ? Ça veut dire que, comme si vous avez votre revenu aujourd'hui, c'est 20% de moins que vous aviez en 2008. C'est horrible. Donc c'est très très long pour se remettre. Il ne faut pas rentrer là-dedans, parce que si effectivement on a une telle crise, et malheureusement ce n'est pas impossible, que c'est en disant que c'est impossible que ça peut arriver justement, il faut prendre des mesures. Moi je suis optimiste, je pense qu'on peut largement éviter effectivement cette crise grecque en France, mais il faut prendre des mesures. Si on commence à dire, ben non finalement on va laisser filer les déficits, etc., tout va bien, ben non, à un moment, il y aura une sanction, c'est inévitable. Et d'ailleurs il y a un élément important, c'est que qui a sauvé la Grèce à l'époque ? C'est la zone euro, mais parce que l'Allemagne a voulu. Là, vous avez ce qui se passe en Allemagne. Il y a une crise politique en Allemagne. Il y a déjà une crise économique, crise en Allemagne. Donc là, le danger, c'est que moi, tous les jours, on me dit, mais vous savez, vous inquiétez pas, la Banque Centrale Européenne, elle fera la planche à billets, elle va nous financer, etc. Non, parce que les Allemands, aujourd'hui, ils veulent plus faire ça. Et donc, en plus, ils ont une crise politique, donc ils peuvent très bien dire à la France, non, on ne financera pas votre dette publique. Et donc là, ça peut même faire exploser la zone euro. C'est extrêmement dangereux. Là, on joue un jeu. Vous prendrez le risque de faire ça, les Allemands ? Je crois que, j'étais à Francfort il y a encore pas longtemps, je pense qu'on n'imagine pas l'animosité qu'il y a aujourd'hui qu'ont les Allemands vis-à-vis des Français. Parce que, les Allemands, ça fait quand même des années qu'ils ont fait des efforts énormes. Ils ont fait des erreurs aussi, notamment à l'arrêt du nucléaire, etc. Mais ils ont fait des efforts. Ils ont respecté leurs engagements. Moyennant quoi, aujourd'hui, ils ont une récession. Donc, ils vont mal. Vous voyez, même Volkswagen licencie, etc. Bon. Donc, et ils nous disent, vous les Français, vous n'avez pas respecté vos engagements. Vous avez augmenté votre déficit, votre dette. Vous nous avez fait, en gros, vous avez fait ce que vous voulez. Maintenant, il faut qu'il y ait une sanction. Parce que, globalement, c'est pas nous qui allons payer pour vous. Donc c'est ça qui est dangereux. La zone euro, elle ne peut tenir que s'il y a une cohésion. S'il n'y a pas de cohésion, ça peut être extrêmement dangereux. Donc attention aujourd'hui, et je pense que nous jouons un jeu, on joue avec le feu, donc on va évidemment se brûler. Et puis surtout, moi ce qui m'inquiète, il n'y a pas de leader charismatique. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, vous inquiétez pas, voilà, on va prendre la France en main, on va la sauver, on va faire des réformes, on va réduire, moi je dirais même, il faudrait réduire les impôts pour relancer la machine, on va réduire les dépenses publiques. Et piocher dans les épargnes. Il est 16h21, on est sur Europe 1, on est avec Marc Toiti, notre économiste. Juste, il y a combien de... Il y a énormément de chances qu'on passe en simple A avec l'agence de notation. Alors, je vais être très honnête avec vous, on aurait déjà dû passer en simple A il y a longtemps. D'accord. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a une des agences qui s'appelle Fitch, qui a annoncé la note, elle a maintenu le double A, c'est double A-. Elle a mis perspective négative. C'est bizarre, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient peut-être mettre simple A. J'ai regardé sur le site internet, vous pouvez aller le voir sur leur site, quand ils ont mis justement la notation de la France, incroyable. Ils écrivent, c'est écrit noir sur blanc, c'est en anglais mais on peut traduire, qu'en fait, leur modèle de notation donne une dégradation de la note de la France à simple A. Leur modèle, c'est-à-dire c'est un truc mathématique très puissant, etc. Mais que, pour X raisons, donc là on ne sait pas trop, peut-être les arrangements entre amis, ils ont maintenu le double A. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que, évidemment, qu'on ne mérite plus le double A. Mais je vous rappellerai, pour parler des agences de notation, si vous vous souvenez, lors de la crise des subprimes, quelques semaines avant que ça n'explose, ces mêmes agences de notation, elles notaient aussi triple A des dettes subprimes qui allaient exploser quelques semaines plus tard. Donc c'est pas des modèles de crédibilité, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, si elles faisaient leur boulot, si Standard & Poor's fait son boulot demain, elle doit dégrader la note de la France. C'est inévitable. Oui, Gauthier Lebray. Marc Toiti, le grand argument du Rassemblement national pour voter la censure contre Michel Barnier, c'est de dire si le budget ne passe pas, c'est celui de l'année dernière qui va être reconduit, et celui de l'année dernière est au fond meilleur que celui de cette année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est pas le cas, parce que, encore une fois, ce budget
à la base, il devait être meilleur, parce que c'était Bruno Le Maire qui avait annoncé un déficit public de 4% du PIB. On est à 6,5%. Il y a quasiment 200 milliards d'euros de déficit. C'est-à-dire qu'on va remettre la même chose l'année prochaine. C'est pas possible. Donc il n'est pas mieux que celui de 2025. Et Elisabeth... Par contre, ce qui est le seul chose qui est bien, c'est que ça n'augmente pas les impôts. Parce que là, effectivement, il y avait une augmentation des impôts qui aurait pu casser l'activité économique. Du point de vue du pouvoir d'achat des Français, celui de l'année dernière était meilleur que celui de cette année. Sauf que le problème, c'est que si justement il repasse, alors là, le même déficit, là les taux d'intérêt vont augmenter, et donc là, tous les Français, malheureusement, ils vont subir cette hausse des taux d'intérêt. Puis un élément également, tout à l'heure je parlais de l'euro, c'est que l'euro est en train de s'effondrer là depuis quelques jours. Bien sûr. Il y a eu l'effet de Trump, etc. Donc on me dit, bon, l'euro, moi je suis pas exportateur, ça me concerne pas. Pas du tout. Parce que quand l'euro baisse, le prix des produits importés, libellés en dollars, etc., il augmente. Bien sûr. Donc c'est-à-dire que l'inflation augmente. Et ça, c'est la mauvaise surprise de la fin d'année. On aura demain les chiffres de l'INSEE sur l'inflation française. Ça fait déjà un mois que ça augmente. Et demain, l'inflation va continuer d'augmenter en France au mois de novembre. Donc si l'inflation augmente, il y aura moins de pouvoir d'achat. Bien sûr. Donc comprenez que, non, si on met le même budget, évidemment, on va tous payer la facture, encore une fois. Donc, il faut... Il n'est pas du tout adapté, le budget. Bien sûr, il faut simplement être raisonnable. Et l'erreur qui est faite, c'est que si vous voulez réduire votre déficit, il faut réduire vos dépenses. Et vous savez, alors pas les dépenses, on va dire les dépenses sociales, tout ça, mais là aussi, il y a toutes les fraudes, par exemple, les fraudes fiscales, les fraudes sociales. Personne n'en parle. C'est des dizaines de milliards d'euros. On pourrait commencer par ça. Non, on veut pas... C'est pas politiquement correct, donc on n'en parle pas. Les dépenses de fonctionnement. Mais c'est ça, oui, les dépenses de fonctionnement, et même, on va parler d'un truc qui va fâcher, un moment, est-ce qu'on peut continuer à aider autant de personnes, voilà, c'est-à-dire que les aides, est-ce qu'il n'y a pas trop d'aides, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt donner l'argent dans la poche des Français plutôt que d'avoir 40 lignes avant d'avoir son salaire net, est-ce qu'on ne peut pas redonner l'argent dans la poche des Français et réduire les charges? C'est évident, ça c'est ce qu'il faut faire. Il faut réduire effectivement les impôts au sens large pour les entreprises, pour les ménages. Par exemple, la CSG, il faudrait la baisser là aussi. On en a du pouvoir d'achat, mais il faut aussi réduire les dépenses, notamment de fonctionnement. Et là, je vais vous donner un chiffre incroyable parce qu'aujourd'hui... Vous allez nous donner dans un instant. Oui, d'accord, avec plaisir. Il va nous donner un chiffre incroyable dans un instant. Marc Toiti, appelez-nous 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous dites si vous aussi vous êtes inquiet. Et puis, quand on parle de cette agence de notation, alors oui, c'est important parce que comme l'a expliqué Marc Toiti derrière, sinon ça va être très très compliqué derrière. Si on passe en simple A, je vous le dis, c'est compliqué. Hein. Je me rappelle le simple A. Déjà, quand on était passé double A, ça avait été un drame à l'époque. Et là, si on passe en simple A, c'est quand même... On marche sur la tête sur Europe 1 et c'est vrai que là, Marc Toiti est avec nous. Alors, Marc Toiti, économiste, il y a Valérie Benaïm, bien entendu, il y a Gauthier Lebray, il y a Olivier d'Artigol, il y a Fabien Lecoeuvre qui a peur pour ses petites économies, hein, bien entendu. Hein. Et on le comprend, celui-ci. On le comprend. Je comprends, là, ils vont aller taper dans le Lecoeuvre, là, je peux vous dire que ça va faire très mal. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Dites-nous si vous êtes inquiets, puisque Michel Barnier, le Premier ministre, pour l'instant, il est Premier ministre, hein, Gauthier Lebray. On est d'accord ? Pour le moment. Oui. Je pourrais vous donner quelques coulisses si vous le souhaitez à un moment dans l'émission. Il nous donnera des coulisses, bien entendu. Je pense que pour le moment, il est Premier ministre, mais pour le moment seulement. Vraiment, vous le sentez comme ça? Je le sens comme ça. Je sens que Marine Le Pen veut toujours le censurer malgré les concessions sur l'électricité. Pourquoi il a ouvert des concessions? On comprend. Il a Europcar, Opel. Merci. Il faut rappeler quand même que Michel Barnier a annoncé qu'il renonçait à augmenter les taxes sur l'électricité. Bravo, j'ai écouté Émilie Dez, elle l'a dit aussi. Voilà, vous avez vu exactement. On adore écouter Émilie Dez. On fait une formidable équipe. Oui, merci Valérie. On a besoin de vous. Il a annoncé des tempêtes avec des turbulences graves sur les marchés financiers en cas de censure du gouvernement. Mais il y aura des tempêtes, quoi qu'il arrive, hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Juste, petite question subsidiaire. Est-ce que Bruno Retailleau, je suis sûr qu'il va rester ministre de l'Intérieur, même s'il change. C'est pas, il va y en avoir qui vont rester. En fait, ça dépend d'une chose. Oui. Si c'est le Cornu, il va rester. Voilà. Alors, il y a scénario A, vous changez la tête du gouvernement. Donc là, le nom qui sort, c'est Sébastien Lecornu. Vous le mettez à la place de Michel Barnier et vous remplacez seulement Sébastien Lecornu au ministère des Armées et vous gardez l'équipe A. Scénario B,
les Républicains disent ah bah non, ça va pas du tout. Nous, on avait Matignon, on l'a plus. On met quelqu'un qui est très proche du président, qui est un macroniste, comme il y a 3 mois. Donc, on n'accepte plus de faire partie du socle commun. Et alors là, ça va être beaucoup plus compliqué pour garder l'équipe actuelle. Et question Gauthier, pardon, mais le nom de Lecornu est sorti du chapeau. Souvent, quand le nom sort, c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand on fait fuiter un nom, c'est qu'on est quasiment sûr que ce sera pas lui. C'est comme moi, quand je fais fuiter le nom d'un chroniqueur, c'est sûr qu'il va pas faire l'émission. Est-ce qu'on l'a fait fuiter sciemment ? Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Alors, tu as 100% raison. Déjà, son nom a fuité au moment du remplacement de Gabriel Attal, et ça n'a pas été lui. Là, pourquoi est-ce qu'il a plus de chance que la précédente fois ? Parce que, voilà, le Rassemblement national. Marine Le Pen lui parle beaucoup. C'est une grande différence avec Michel Barnier. Oui. Pourquoi Michel Barnier est en sursis aujourd'hui ? Parce qu'il a mis 3 mois à recevoir Marine Le Pen. Sébastien Lecornu et Marine Le Pen, ils se sont déjà rencontrés, ils se sont déjà vus, ils ont déjà mangé ensemble. Donc ça change potentiellement les choses dans la relation entre Marine Le Pen et le Premier ministre, si c'est Sébastien Lecornu. Et ensuite, je ne dirai pas où, que certains se demandent s'il n'y a déjà pas un accord entre l'Élysée et le Rassemblement national sur le nom de Lecornu. Oui. Voilà. Sébastien Lecornu est un très proche d'Emmanuel Macron. Oui. Après la crise des Gilets jaunes, vous étiez là il y a 1 minute. On vient de le dire. C'est Sébastien Lecornu qui met en place le grand débat. Vous en souvenez ? Oui, je sais. C'est grand. Et cela voudrait dire quand même que Emmanuel Macron reprend la main politiquement si c'est Sébastien Lecornu à Matignon. Non, mais ça fait quand même Capharnaüm tout ça. C'est-à-dire moi, je pense pas qu'on peut durer comme ça 2 ans. Pas possible. Il y a quoi X gouvernement, parce qu'à chaque fois, il y aura des motions de censure. La pression sera sur Emmanuel Macron. Mais c'est pas sérieux. Certains parlent déjà de démission. Jean-François Copé, Charles de Courson. Il faudra se poser la question à un moment. C'est-à-dire que là, justement, en termes de crise financière, crise économique, il faut arrêter de rêver. Ça, il faut arrêter de rêver. Moi, tous ceux qui parlent de ça, ils sont très gentils, mais je vous dis, ça n'arrivera jamais. Jamais. Non mais mec, il démissionnera pas. Il va aller au bout. Bien sûr. Et je vais vous dire, c'est comme un mec qui est avec une femme qui fait une bombe atomique. Je peux vous dire, il la quitte jamais. Et c'est quand elle le quitte, elle qui s'en va. Mais lui, il la quittera pas. C'est sûr de l'analogie. Oui, parce que la France, la France est une belle femme. Bien sûr, Benaïm. Vous savez pourquoi je me lève tous les matins ? Dites-nous. 3 choses. Le bleu, le blanc, le rouge. Merci. Cette fois, merci. J'ai envie de chialer. Merci. Oui, moi aussi j'ai envie de chialer. Vu qu'on est sur le sujet, est-ce que je peux vous dire pourquoi Marine Le Pen veut toujours censurer Michel Barnier à l'heure où on se parle ? Déjà, Michel Barnier, après sa concession sur l'électricité, a dit dans les colonnes du Figaro, je fais pas du tout ça pour le Rassemblement national, je fais ça parce que ça m'a été demandé par plusieurs partis. Donc là, réaction du Rassemblement national, ils veulent nos voix, mais pas nos gueules. Donc si on en est à pas se faire de cadeaux, on va vraiment pas s'en faire. En gros, on va le censurer. Ensuite, il y a le fameux argument, Marine Le Pen, si elle censure Michel Barnier, elle va se fâcher avec l'électorat LR, droite classique, dont elle a besoin pour 2027. Marine Le Pen, elle tape sur une chose très concrète, sur la disparition du bloc central, et elle se dit ça se jouera entre la France Insoumise et nous. Donc l'électorat de droite, il nous choisira, et il choisira pas la France Insoumise, et il se souviendra pas de ce qui s'est passé 2 ans et demi avant avec Michel Barnier. C'est pour des arguments comme cela, et puis parce qu'elle pense que le budget est mauvais et va amputer le pouvoir d'achat des Français plus que celui de l'année dernière justement, et qu'elle est donc pour la reconduction du budget de l'an dernier, qu'elle veut toujours censurer Michel Barnier. Et je pense que les concessions de Michel Barnier ne l'ont absolument pas éloigné de la censure. Merci Gauthier. On va reparler de tout ça dans un instant, parce que là on a la chance d'avoir Marc Toitier avec nous, l'économiste, donc il faut qu'on profite de lui. Puis il y a beaucoup de gens qui nous appellent, 01, beaucoup d'auditeurs, 01 80 20 39 21. On parlait du système de notation de l'agence Fitch qui a déjà donné, et là ça va être la Standard & Poor's. Il y en a 3 je crois agences. Il y a Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Mais bon, la plus crédible c'est Standard & Poor's, et c'est celle justement qui est le plus en avant. C'est-à-dire que elle a déjà donné un avertissement négatif, une surveillance négative sur la dette de la France. Donc il pourrait avoir demain la surprise entre guillemets, un simple A, donc dès demain soir, dans la nuit de vendredi à samedi, sachant que on mérite déjà simplement ce A et plus de double A. Mais bon, encore une fois, il faut avoir le courage. Parce que là, jusqu'à les 2 dernières années, à chaque fois, Bruno Le Maire allait voir les agences, ne vous inquiétez pas, je vais réduire le déficit, etc. Sauf que là, maintenant, on a les chiffres. Ça fait 2 ans que le déficit public, il augmente. Donc, il y a eu quand même là, elles peuvent pas continuer à valider des chiffres comme ça qui sont complètement erronés. Je vais vous dire, par exemple, voilà, l'Allemagne, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, l'Allemagne, ils sont triple A. Sur les 3 agences. Triple A, c'est normal, parce qu'ils sont sérieux et réduisent leur déficit. C'est un des meilleurs élèves. Parce que même les États-Unis, ils sont pas triple A. Non, ils sont double A.
ils sont triple A, double A, triple A. Ouais. Voilà, ça dépend des agents. Ça dépend. Exactement. Les agents, ils sont bien, mais l'Allemagne, c'est un des seuls pays qui a les triple A partout. France, donc voilà, donc on passe. Non, mais par exemple, tout à l'heure on parlait du Portugal. Le Portugal qui est en excédent public, il est toujours triple B. Il est mieux que nous, exactement. Non, il est moins bien que nous. Il est triple B. Non, mais il est mieux que nous. Il est mieux que nous au niveau des taux d'intérêt. Mais il est moins bien que nous au niveau de la note. On voit que ces notations, elles ne veulent rien dire. Elles sont tout à fait injustes, notamment à l'égard du Portugal, par exemple. Les Portugais ont fait des efforts énormes. Les Pays-Bas, ils sont triple A partout. Triple A. Norvège aussi. Tout à fait. C'est des pays simplement qui font des efforts, qui n'ont pas de déficit public excessif. Donc c'est tout à fait normal que ils soient crédibles. Donc on a tendance effectivement à leur prêter. Donc beaucoup de banques, alors, de d'assurance achètent ces. Nous on va être au niveau à peu près de la Slovaquie. Oui. C'est ça. Non mais c'est vrai, mais les mecs, rigolez pas. C'est bien la Slovaquie. Ils vont être au niveau de la Slovaquie, on va être au niveau de la Pologne. Après. Donc c'est ça, on va être au niveau de la Pologne, la Slovaquie qui sont à 1A, Malte. Voilà, on va être au niveau de Malte, on va être au niveau de la Lettonie. C'est quand même j'ai l'impression que c'est l'Eurovision. On va être au niveau de la Lituanie. Non mais c'est vrai, les mecs rigolaient pas. Mais ça c'est des pays qui partaient de très bas, si vous voulez. On va être au niveau de l'Islande. Non, mais la différence c'est que ça, ces pays-là, si vous voulez, ils partaient de triple bas et puis triple B, ils remontent. Nous on était triple A et on descend. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'ascenseur, on se croise. Mais les mecs, on va être en dessous de l'Estonie. On va être en dessous de l'Estonie, les gars. C'est incroyable. Non mais parce que je vous montre un petit peu où on va se situer. Alors la Chine, bizarrement, ils ont qu'un A. Oui, parce qu'en fait, la Chine est très endettée. Puis surtout, le problème de la Chine, c'est que c'est pas un marché, c'est le yuan, donc c'est pas un marché ouvert. C'est-à-dire qu'il y a le contrôle d'échange. Donc on ne peut pas avoir une garantie sur, justement, si on investit en Chine, on n'est pas sûr qu'on pourra retirer son argent. Donc pour l'instant, c'est pas le cas en France. Ça arrivera un jour, mais c'est pas encore le cas. On va se retrouver dans un instant, on va faire une toute petite pause et on va parler de ce qui va se passer vraiment pour les Français. Quel impact tout cela va avoir sur la vie quotidienne des Français, parce qu'il est 16h42, on est sur Europe 1 et on a la chance d'avoir Marc Toitier, économiste avec nous, qui est exceptionnel. Non mais c'est vrai. Alors il nous annonce pas toujours des bonnes nouvelles, mais au moins il nous dit la vérité. Voilà. C'est le contraire de Bruno Le Maire. C'est le contraire de Bruno Le Maire. Non mais il faut être optimiste mais réaliste. Moi les mecs, je voudrais m'arrêter 2 petites secondes sur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est quand même le génie des génies. Le gars, la France était dans une mer de noir. Il le voyait tous les jours, mais la seule idée qu'il a eue, c'est d'écrire un livre érotique. Non mais franchement, il n'y avait pas d'autre. Non mais les mecs, il n'y avait pas d'autre priorité. Le gars, tranquille, il va écrire un livre érotique. Il n'en a pas sorti qu'un en 7 ans de livre. C'est un génie, le gars, sans déconner. La France, il voit la France aller dans le mur total. Les mecs, qu'est-ce qu'on fait? On va au sexodrome cet après-midi? Je voudrais écrire mon livre quand même. Faudrait que je finisse mon bouquin là, les mecs. Non mais les mecs, sans rigoler, arrêtez de faire ça. Arrêtez de dire des conneries. Olivier d'Artigol, c'est inaudible pour les Français. Non, ce qui est grave, c'est le déni de réalité. Ok, on doit d'écrire des livres, mais on peut pas dire c'est les 30 glorieux, c'est le retour du plein emploi alors qu'on a une catastrophe économique. C'est pas Bruno Le Maire qui va se retrouver dans la merde, c'est les Français qui nous écoutent et voilà, donc Bruno Le Maire. Et il aura un bon bilan encore. Ouais, il a un bon bilan, non, mais frérot. Moi j'ai une question parce qu'on a l'impression qu'il dit attention, si vous voulez que j'ouvre la boîte de Pandore, j'ouvre la boîte de Pandore et c'est pas moi le responsable. Mais on s'en fout. Ça serait bien. Moi justement, on attend parce qu'il va être auditionné à l'Assemblée nationale très prochainement. Au Sénat, il l'a pas fait. Et au Sénat, il a rien fait. Il avait dit qu'il allait dire les choses et finalement, il a été a priori M. Macron l'a appelé et puis finalement, il a rien dit. Donc là, on va voir à l'Assemblée nationale ce qui va dire les choses. J'aimerais bien, parce que 100 milliards quand même 100 milliards qui ont disparu, c'est quand même un petit problème. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, clairement. Le refus du budget rectificatif avant les élections européennes, c'est la décision d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. C'est clair. Et là, on aurait pu avoir la transparence. Non, mais à ce moment-là, il fallait démissionner. Il fallait dire que moi, je ne suis pas effectivement la politique et je démissionne. Il nous a promis justement cette croissance forte. Il croyait que c'était la croisière s'amuse. C'était le Titanic en fait. Aller faire des émissions. Je les voyais tout le temps à la télé, Bruno Le Maire. J'ai cru qu'à un moment, il allait animer le juste prix. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais sans rigoler. C'est quand même un génie, lui. Moi, de toute façon, j'ai jamais porté dans mon cœur Bruno Le Maire. J'aime pas, moi. J'aime pas Bruno Le Maire. Non, il est pas méchant. Je m'en fous qu'il soit méchant ou pas, parce que je vois ce que c'est le travail. Je m'en fous, moi, qu'il soit méchant. On lui a pas demandé d'être gentil. On lui a demandé de bien travailler. On s'en fout qu'il soit gentil ou pas. Non, mais vous savez, Cyril, le gros problème, moi je l'ai vécu de l'intérieur, c'est quand ça a été les conseillers. Ah oui. Le gros problème de ces dirigeants politiques, c'est qu'ils sont mal conseillés. Qu'ils ont des conseillers derrière et qui leur passent comme ça la pommade. Non, c'est bien. Et moi, plusieurs fois, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, arrêtez de faire ça. Et bon, malheureusement, il m'a pas écouté. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille. C'est-à-dire, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, il l'a pas fait. Bon, tant pis. Maintenant, on paye les erreurs. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. Non. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et finalement, personne ne sera responsable. Donc c'est ça qui est quand même extrêmement dommageable, extrêmement dangereux pour ce que Cyril a dit, pour les Français, pour leur quotidien. On a Philippe avec nous. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous sur Europe 1. Philippe de la région PACA.
Oui, bonjour. Merci Philippe d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent, Philippe ? Oui, je vous écoute et en fin de compte, on est tous dans le même cas et oui, je pense qu'on est dans la merde. Mais moi, Philippe, j'adore les mecs qui me disent Bruno Le Maire, il écrivait son bouquin pendant la nuit. Pendant la nuit, il aurait mieux fait de se pencher sur les comptes au lieu d'écrire son bouquin. Non, je pense que non. C'est que malheureusement, on est dans un système d'incompétents. Nos fonctionnaires ne fonctionnent plus. Et c'est en fin de compte une prime à l'incompétence. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais c'est devenu la règle. Non mais Philippe, moi je me pose une question. Excusez-moi, on a le seul président le seul président qu'on ait eu depuis tout le temps, qui venait de la finance. Non, Pompidou aussi. Oui, mais après, il venait pas de la finance. Non, mais ça c'était une arnaque. C'est quoi ça alors? Non, le petit Mozart de la finance. Non, justement, c'était le nom, etc. Mais n'oublions pas qu'Emmanuel Macron n'est pas un banquier. C'est-à-dire c'est un haut fonctionnaire à la base. Je pense qu'on disait à l'instant. C'est un fonctionnaire qui a travaillé 3 ans dans une banque. On ne devient pas banquier, on travaille 3 ans dans une banque et en plus il faisait des mises en relation. Mais évidemment, c'était pas du tout un Mozart comme certains le présentaient. D'accord. Exactement. Je pense que malheureusement, il y a l'incompétence. Il est incompétent et ça maintenant, ça y est, on le sait et on le voit. Et en fin de compte, on a le résultat de ce qui se passe. C'est que malheureusement, cette prime à l'incompétence, on les a au fil des années et au fil des mois. C'est-à-dire que c'est comme quand ils disent qu'on va être dans la merde. Non, bien sûr que non. C'est comme le coup de Maastricht. Si on votait pas l'Europe, on allait se retrouver dans la merde. Si on votait pas l'euro, on allait se retrouver dans la merde. Il faut surtout pas que ça bouge pour tous ces petits gens qui sont là en place et qui, en fin de compte, on les fournit. Moi, je les fournis suffisamment. Et pourtant, vous voyez, je suis plutôt Olivier d'Artigol. Pour moi, c'est plutôt de ce côté-là que je suis vraiment, mais voilà, je pense qu'on part en bibrine si justement on vire pas ce président qui est incompétent, mais vraiment incompétent, c'est-à-dire que c'est même pas une critique, c'est des constats, Je suis chef d'entreprise, quelqu'un qui est incompétent, voilà, faut le mettre dehors. C'est-à-dire qu'il y a même pas à se poser la question. C'est-à-dire que on perd du temps, et si on perd du temps, vous savez comment ça fonctionne. Si on perd du temps, on perd de l'argent. Alors moi, Philippe, je voudrais m'arrêter 2 petites secondes sur ce que vous avez dit à un moment. Vous avez dit, et moi je trouve ça très intéressant. Ils nous ont toujours dit. Si on n'est pas dans l'Europe, on va être dans la merde. Si on fait pas ci, on va être dans la merde. Si on vote pas un tel, attention. Si vous votez pas un tel, attention, parce que là, on va être vraiment dans la merde. Ils nous ont toujours dit ce qu'il fallait faire. Oui. Et souvent, les Français ont écouté, parce que voilà. On est dans la merde, les mecs. Donc c'est quoi en fait? Donc on n'aurait jamais dû les écouter. Donc on est d'accord. C'est surtout que les dirigeants français n'ont pas tenu aux engagements. Et les gens, c'est ce qui est dingue, c'est que si on les prend un par un, puisque je vous dis, je suis plutôt communiste, je le reconnais, quand on discute avec tous les gens sont prêts à payer, c'est pas le problème. Bien sûr, exactement. Sauf qu'il n'y a pas de retour, on n'a que des incompétents. C'est ça le problème, et on leur donne même des médailles. C'est-à-dire que ça va où? Ça va s'arrêter où? Les gens n'en peuvent plus de voir ces gens qui blablatent et qui sont incompétents et qui nous disent quoi faire. Mais Marc, vous vouliez dire non, simplement, effectivement, on a aujourd'hui le drame, c'est que tous nos dirigeants n'ont pas pris les engagements. Et c'était facile de dire oui, alors il faut réduire le déficit à cause de l'Europe, etc. Mais si on doit réduire le déficit, c'est pas pour l'Europe, c'est pour nos enfants. Que l'on est en train de leur laisser une dette publique incroyable qui coûte extrêmement cher chaque année, encore une fois, avec un gaspillage justement juste pour payer les intérêts de la dette. Et c'est ça qui aujourd'hui nous coûte cher. Et c'est effectivement ce qui vient d'être dit, c'est que malheureusement, on a cette incompétence qui a été érigée en dogme et on a une sorte de dogmatisme. Et quand moi je le vois, quand je dis ici ou ailleurs, quand je dis simplement la réalité économique, on me dit vous êtes complotiste. Non mais moi tout ce que je dis, je le source, je montre des graphiques, etc. C'est les chiffres de l'INSEE, de la Banque de France. C'est tout à fait officiel. Donc ça qui est devenu dangereux, c'est que le simple fait de dire la réalité, dire la vérité, c'est mal perçu. Donc c'est ça qui aujourd'hui est dangereux, ce déni de réalité qui a été érigé encore une fois comme un principe, je dirais une stratégie, fait que les Français n'ont pas été préparés. Si on reprend Bruno Le Maire, encore une fois, le pauvre chéri, on lui a taillé un short là aujourd'hui, mais quand il disait oui, il y aura jamais d'inflation en France, l'inflation ne va pas augmenter, on voit où ça nous a amené. Quand on nous disait les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, on voit où ça nous a également amené. Donc c'est ça qui fait beaucoup de mal. C'est le déni de réalité.
mentalité qui nous fait très mal. Merci. Mais on peut lui tailler un short. On peut tailler la short à quelqu'un qui est incompétent. Il faut tailler un short. Il est obligatoire de tailler un short à quelqu'un qui est incompétent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un tel niveau d'incompétence, mais non, mais c'est pas possible. Il faut vraiment lui tailler un short, vraiment. Merci Philippe. Il est temps que les gens réagissent, il est temps que les gens bougent, parce que c'est pas possible de continuer à idolâtrer des gens incompétents. Merci d'avoir été avec nous, Philippe, sur Europe 1. Merci beaucoup. Vous nous rappelez quand vous voulez. On est là, on bouge pas. 16h, 18h, merci. On a Charles en ligne des Hauts-de-Seine. Et Charles, apparemment, il connaît bien Marc Toiti. Bonjour Charles. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toute l'équipe parce que j'apprécie beaucoup. Mon épouse et moi, on t'écoute tout le temps. Merci Charles. Et Europe 1, c'est maintenant une grande famille. Les gens se connaissent. Même dans la rue, on se parle. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est énorme. Vous le dire parce que vous savez peut-être pas. Mais les gens se parlent quand les gens qui écoutent Europe 1 se parlent entre eux et disent combien cette radio est formidable. Non mais je ne crois pas. C'est énorme. Non mais Charles, c'est incroyable ce que vous me dites. Donc vous débriefez les émissions. Oui, absolument. Puis les gens ouvertement disent ils écoutent Europe 1 ou pas. Il y a des gens qui disent c'est une radio, bon ça je suis habitué. Dès qu'on n'est pas d'accord, les gens vous traitent de facho, mais ça c'est vraiment le truc à l'arcade. Ça veut maintenant plus rien dire. Je leur dis, est-ce que moi vous savez ce que ça veut dire le fascisme? Ça vient, ils disent c'est des gens qui cassent tout. Je dis est-ce que vous savez, connaissez Mussolini, son histoire? Je dis non, c'est un député socialiste. Alors déjà à la base ça calme. Exactement. Enfin c'est pas le sujet. Mais bon, ça c'est. Alors Charles, vous connaissez Marc Toiti? Oui, à Marc Toiti, parce que je l'ai connu quand il était à la banque avant 2008. Il est extraordinaire. C'est le seul, je pense, économiste français qui a prédit la crise des subprimes. Et d'une certaine manière, il a sauvé mon activité à la banque. Incroyable. Parce que moi, j'étais responsable des financements export d'une grande banque française, celle-là, cette banque. Et en fait, on avait des gros contrats engagés à l'étranger. Et il avait déjà averti la banque que voilà ce qui pourrait arriver en cascade. Et de fait, tout ce que Marc Toiti a annoncé, c'est bien arrivé. Incroyable. Et je dois un grand coup de chapeau à Marc Toiti. Et je tenais à lui dire parce que vraiment, il est formidable. Moi, je le trouve formidable aussi, Charles. Je le trouve formidable, Marc Toiti. Il est incroyable. Mais moi, Charles, la question que je vous pose, pourquoi alors on n'a pas des gens comme Marc Toiti qui peuvent piloter aujourd'hui les finances françaises? C'est ça qui me rend fou, Charles. Pourquoi on met des mecs qui n'y connaissent rien? Excusez-moi. Vous savez pourquoi? Parce que Marc Toiti, moi si je peux me permettre de dire, il est cash, il dit la vérité, sans phare. Oui, c'est ça. Et surtout, je pense que politiquement, ce qu'il dit, les hommes politiques détestent forcément ce qu'ils disent parce qu'il donne des vraies solutions. Or, un homme politique, par essence, il va pas donner des solutions, il va donner une espérance psychosocio-morpho-bidon qui va faire bien comme ça, mais en fait, quand on rentrera dans le détail, il n'y aura plus rien, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui, mais à un moment, il faut penser à notre pays, il faut penser à la France. Et à un moment, il faut mettre des gens compétents. Excusez-moi, Charles, mais moi, quand je vois l'état de la France aujourd'hui, ça me fait une peine immense. Je le dis tous les jours sur Europe 1. Mais à un moment, moi, quand je vois des gens incompétents à la tête de la France, à qui on a fait confiance, comme à différents postes, voilà, ça s'est succédé depuis des années. Aujourd'hui, moi, je me dis, pourquoi on met pas quelqu'un de compétent aux finances? Aujourd'hui, moi, j'ai la réponse. Moi, ça fait 25 ans. Merci beaucoup, Charles. C'est très gentil. Mais c'est vrai que ça fait 25 ans que j'ai vu tous les dirigeants français, depuis l'Élysée, Matignon, Bercy, etc. Et je me disais pourquoi ils ne font pas ce qu'il faut faire, parce que c'est évident, l'économie c'est du bon sens. Mais malheureusement, parce que encore une fois, il y a une caste qui dirige la France, qui s'appelle les hauts fonctionnaires, etc. Et eux qui veulent pas, ce qu'on appelle l'establishment, et eux qui veulent pas que ça bouge. Ils ne veulent pas que ça bouge parce que c'est effectivement, parce que c'est leur gagne-pain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous baissez la dépense publique, eux c'est leur pouvoir. Donc ils vont pas avoir envie de se sacrifier en disant voilà, on va baisser notre pouvoir, on va baisser finalement également peut-être nos revenus, etc. Donc c'est ça qui bloque aujourd'hui la France. Mais c'est pourquoi moi je pense, je suis triste de le dire, et j'ai toujours rêvé quand je voyais tous ces présidents et autres quand je leur disais il faut réformer la France dans la douceur, sinon on le fera dans la douleur. Et malheureusement, maintenant j'ai compris, on va devoir toucher le fond de la piscine pour pouvoir redémarrer. Pas dans un petit peu marine, j'espère. Si aussi, ça peut être le cas. Mais sinon, on ne pourra pas redémarrer, effectivement. Merci Marc Toiti d'avoir été avec nous. Charles, vous restez avec nous les autres. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h03, Olivier d'Artigol est avec nous, Gauthier Lebray est avec nous, Valérie Benaï est avec nous et Fabien Lecoeuvre est avec nous. Quel bonheur de le voir, mais c'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur. Ça va bien ?
Bonheur partagé. Alors vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. Il y a beaucoup de Français qui veulent nous parler de leur situation. J'aimerais bien que vous nous parliez de votre situation, puisque Michel Barnier prédit une tempête financière. Dites-nous ce que vous en pensez et dites-nous quelle est votre situation à vous. Et voilà, on va en parler dans un instant avec Gauthier notamment, ce que ça va changer pour les Français si cette tempête financière se confirme. 01 80 20 39 21. Juste avant, bien entendu, à 17h04, c'est le moment de détente de cette émission. Et oui. Et oui, on adore ça. On adore ça. Car nous sommes aussi une émission de divertissement. C'est notre récré. C'est les infos de Fabien Lecoeuvre. Et apparemment, les infos fraîches. Les infos fraîches, je viens de voir que c'est l'anniversaire de Michel Berger. C'est vraiment frais, ça? Non, mais j'aime beaucoup Michel Berger. Mais bon. Oui, il aurait eu 77 ans aujourd'hui. Ah oui. On l'imagine même pas, 77 ans. Et c'est vrai que c'était pas vieux. Ben non, finalement. Il n'était pas si vieux que ça. Hein. Ah non, il n'est pas vieux. Oui. Non, je peux vous parler de Michel Berger parce que d'ailleurs, je sais pas où j'ai mis la feuille d'ailleurs, je ne sais pas. Ah voilà, ça va. Voilà, en ce 28 novembre, Michel Berger aurait eu 77 ans. Il nous a quittés le 2 août 1992 déjà, vous imaginez. Et si à l'époque tout le monde pensait qu'il vivait toujours avec France Gall, en réalité, sous cette apparence stabilisée amoureuse se cachait une toute autre réalité sentimentale. Eh oui. Au début des années 90, quelques mois avant la tragique disparition de Michel Berger, les choses n'allaient plus vraiment entre Michel et France. Pire, le chanteur avait entamé une relation avec une autre femme. Eh oui, une autre femme. Il comptait quitter France Gall pour vivre au grand jour sa nouvelle romance. Les mecs, on n'est pas sur Chant de France ici. Hein. Non, mais il fait 2 heures là-dessus. On l'adore, mais c'est important. On peut arrêter de lire votre texte. Bon, alors, je vous raconte autre chose. La famille Cantona, vous allez adorer. Eric Cantona. Alors, la famille Cantona, je demande le neveu Martin, 22 ans. Ah oui, 22 ans. Suite à un article paru dans la Provence il y a quelques jours, son oncle Eric Cantona a réagi sur Instagram pour féliciter son neveu, le fils de Jean-Marie Cantona, donc l'aîné de la fratrie Cantona. Et le jeune garçon vit au Québec, je vous signale, il étudie là-bas, il se destine à une carrière de gardien de but. Il y a trop de prénoms. Vous avez suivi un peu. Mais les mecs, on a l'impression d'être dans un quiz. Non mais sans rigoler. Depuis le début de la chronique, j'ai rien capté. Bon, si j'ai compris que Michel Berger avait trompé France Gall. C'est ça. Et ça, là j'ai bon. Oui, bien sûr, c'est bon. Avec une jeune personne, l'ex de Rod Stewart, Béatrice Grimm. Béatrice Grimm, la sœur des frères Grimm. 30 ans, non, 30 ans, un rencontre Berger lors d'un dîner organisé par Jean-Paul Baudecroux à l'époque. Quoi, le patron d'énergie? Je l'adore. Le patron d'énergie, évidemment. J'adore le propriétaire. Et puis ils ont un crush, et puis voilà, il s'apprêtait à quitter France Gall. Et surtout pour ses enfants, Michel il avait visiblement, il projetait en tout cas de s'installer aux États-Unis. Pareil que France Gall est arrivé dans la chambre, il était au téléphone, je vous jure que c'est vrai. C'est une histoire vraie. Il est arrivé au téléphone et France Gall l'a surprise avec elle est la vanne arrive avec sa meuf. Regarde, elle arrive à pied là-bas. Débranche tout. En tout cas, il voulait s'installer aux États-Unis, Michel Berger. En plus, Michel Berger et France Gall, que j'adore, parce qu'en plus, c'est grâce à eux qu'on a le covoiturage. Quoi? Ah bon? C'est lui qui a écrit Blablacar. Où es-tu? Blablacar. Où es-tu? Alors, mais c'est vrai, personne ne parle de cette relation parce que c'est une information qui dérange en fait, parce qu'on se dit c'est tellement une légende. Il y a une légende, Berger, Gall. Mais c'est Michel Berger qui s'est fait quitter par Véronique Sanson pour un paquet de cigarettes. Déjà, oui, alors qu'elle a pris un vol. Elle est partie avec Philippe Maurice. Elle est jamais. Mais non, oh là là. Mais voilà, parce que vous savez, il y a toujours, et souvent, cette réalité de la vie, on la sait pas au moment de la disparition de l'artiste. Et le philosophe là, c'est bon. Non mais c'est important de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Mais bien sûr. Non, mais c'est les gens aiment bien savoir. Quand l'amour frappe à ta porte, c'est pas comme le facteur. Il faut lui ouvrir parce que le facteur il passe, mais l'amour il repasse pas. Crois-moi. Je te le dis. Je vous le dis. Moi le facteur, je lui ouvre tout le temps. Et puis Jean-Luc Reichmann, votre ami là, qu'est-ce qu'il a? Il est très heureux. Il vient de publier sur Instagram il y a 48 heures. Il dit: je suis en ce moment en tournage à Marseille pour Léo Mattei et j'ai reçu une nouvelle qui m'a bouleversé. À votre avis? Eh bien tout simplement les 12 coups de midi, c'est l'émission préférée des Français sur 100 programmes qui ont été proposés. Fort. Ça c'est génial. Une reconnaissance dont il est intensément pour lui. J'adore Jean-Luc. Heureux. C'est mon ami.
Mais c'est bien, merci. On est content. Il y a une dernière petite info quand même pas fraîche. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme info fraîche, même une info. Oui. Voilà. Non, j'ai pas d'info. J'en ai à foison, hein, mais là, j'ai tout distribué cette semaine. Ah tiens, vous en avez pour tout à l'heure, bien pour entendu. Ce soir, pour ce soir, j'en aurai. J'ai les tocs des stars. Ah ouais. Vous allez voir. Ah ben ça, vous allez tomber de votre chaise. Non, c'est rien. C'est alors là. Vous croyez vraiment? Heureusement que je fais l'émission debout. Vous avez pas déjà fait les tocs? Non. Pas du tout. On repousse. Il a fait les tic-tac. On repousse. Et puis demain, on fera surtout les premières fois des stars. Mais vous les avez pas fait hier? Non, on les a fait samedi. On va les faire samedi. On va les faire demain. samedi. Ah non, demain, on est vendredi. C'est vrai, merci. Ça va, samedi. On n'a pas les mêmes calendriers. 17h10 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct. Franchement, on est tellement heureux d'être avec vous tous les après-midi. Et on parlait de cette tempête financière que nous promet Michel Barnier, Gauthier Lebray. Absolument, une tempête financière si le budget n'est pas ratifié et si le RN vote la censure. Budget ou pas budget, de toute façon, il va y avoir. Alors, Michel Barnier, il se met évidemment, il vend son budget, donc il se met dans l'optique où c'est le budget de l'année dernière qui est reconduit, qui ne serait reconduit d'ailleurs que pour quelques mois, le temps que l'Assemblée vote un autre budget. Ce ne serait pas le budget, on ne fait pas copier-coller sur un an. Maud Bréjon a parlé d'un scénario à la grecque. Et Elisabeth Borne a même brandi ce qu'on peut dire des fake news, puisqu'elle a dit que si le budget n'était pas voté, il n'y aurait plus de carte vitale et les retraites ne seraient pas versées. Évidemment que ça ne se passe pas comme ça, mais c'était une manière aussi de faire peur et de mettre la pression sur le RN. Mais ça n'a pas très bien fonctionné sur Marine Le Pen, puisqu'elle a fait une tribune dans le Figaro pour demander au gouvernement et à leurs alliés d'arrêter les fake news. Non mais c'est rien, c'est sûr. Vous avez vu ce qu'a dit le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien sur les avions, Nicolas Daragon. D'ailleurs, il faudrait qu'on l'ait demain, Nicolas Daragon, ou après-demain. Il faudrait peut-être qu'on le lance. Ça fait 15 jours que je vous dis de le lancer, mais il est lancé, mais je le vois pas, donc merci. Notre droit protège plus les auteurs que les victimes. Bravo à lui. Bravo à lui, bravo à Nicolas Daragon. Ça, c'est très fort ce qu'il a dit. Il a dit autre chose, Cyril, parce qu'on a eu le débat hier sur les expulsions, les refus des pilotes de décoller quand il y a une personne sous OQTF qui met le boxon dans l'avion, ou on a eu un témoignage saisissant d'une maman d'un pilote Air France qui nous disait que les personnes sous OQTF s'enduisaient de leur excrément pour être expulsées de l'avion et non du pays. Et Nicolas Daragon, donc ministre de la Sécurité du quotidien, a expliqué que certaines personnes sous OQTF se cognaient la tête dans l'avion pour empêcher le décollage et que le migrant doivent ensuite aller se faire soigner et donc ne puissent pas être expulsés. C'est ce qu'il a expliqué ce matin sur Europe 1 et CNews. Oui, je sais. Mais il est bon, hein. Il est bon, lui. C'est lui qui avait fait, vous savez, dehors, l'étranger qui viole dehors, l'étranger qui vole dehors. À l'Assemblée nationale, ça avait fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là. Allez, on a Marie-Odile qui est avec nous d'Île-de-France. Bonjour Marie-Odile, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril et bonjour toute l'équipe. Bonjour. Merci d'être là Marie-Odile. Oui, alors il n'y a rien à dire. Monsieur Barnier, je comprends pas pourquoi il met des taxes et des impôts sur des petites entreprises qui font travailler. Moi, je suis de droite, mais j'arrive vraiment pas à comprendre. Ça alors, c'est sûr. Je lui ai fait un joli petit courrier, j'espère qu'il sera content. Bon, voilà. Il faut qu'il le reçoive vite. Hein. Oui, il va changer d'adresse bientôt. Et alors il y a des économies à faire quand même, parce que quand je pense que monsieur Macron, il a signé 600 ou 700 000 migrants par an, 500 000 légaux et 200 000 illégaux, ça coûte beaucoup d'argent, et multiplié par 15 ans, ça va faire une sacrée somme à la fin du compte, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est la vérité, c'est la vérité. Ils savent même pas d'ailleurs combien il en rentre. Moi j'étais en vacances. J'étais en vacances à Marrakech il y a 3 ans, avant le Covid. Et j'ai vu sur la chaîne marocaine Al Jazeera en français, 1/3 du budget national marocain, c'est l'argent des franco-marocains qu'ils expédient. Il y a quand même quelque chose pour faire qu'on appelle ponctionner l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, parce que tout notre argent il part là-bas. S'ils ne le reçoivent plus contre des visas, eh bien on empêche l'argent de partir et puis c'est tout. Non, mais Marie-Odile, j'ai une question à poser, moi, à Gauthier Lebray, notamment. Pourquoi un gouvernement de droite fait un budget à gauche? Je comprends pas. C'est la première question que je me pose, excusez-moi. Je comprends pas, en fait. De se faucher, et on ne peut rien faire à cause de la gauche qui est présente partout. Voilà, c'est tout. Je peux répondre? Bien sûr, Gauthier Lebray. Vous vous souvenez, Cyril, quand l'info
sort dans la presse, et c'est Gérald Darmanin qui fait fuiter l'info dans la presse, quelques minutes avant l'émission d'Europe 1, on dit tout de suite, on a un gouvernement de droite, un Premier ministre de droite, ça n'a pas été le cas officiellement de droite et donc des Républicains depuis Édouard Philippe qui avait quitté sa famille politique, mais bon, voilà, qui est vraiment de droite. Et la première mesure, même pas depuis Édouard Philippe. Je suis désolé parce que Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, exactement. Depuis Nicolas Sarkozy, parce que en vrai, Édouard Philippe, pour moi, il n'avait pas un gouvernement de droite. Il préfère voter communiste que RN. Non, mais on est d'accord. Bien sûr. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'on a un gouvernement de droite, donc ça fait des années que ça n'a pas été le cas. Et la première mesure, c'est augmenter les impôts. Mais c'est ça. Donc c'est vrai que c'est qui me. Alors comment je me mets dans la tête de Michel Barnier, je vous fais l'explication de texte, c'est de dire écoutez, on a 3200 milliards de dettes, si on ne fait pas des économies et si on n'augmente pas les impôts, ça va continuer à se creuser et ça ne sera pas tenable. Mais la vérité, c'est qu'on a bien vu où était l'augmentation d'impôts. Vous avez raison de parler des petites entreprises qui seraient toujours impactées si le budget est voté dans les jours qui viennent, mais on n'a pas très bien vu où étaient les mannes d'économie. Vous voyez, où on ferme le robinet, où on dit ça suffit. Vous voyez, parce que toujours la même question, est-ce qu'il ne faut pas privilégier les actifs à ceux qui ne le sont pas? Est-ce qu'on ne tape pas dans les plus de 800 milliards de prestations sociales? Alors je sais que dans ces 800 milliards, la majorité c'est pour les retraites, mais les retraités vont être revalorisés, encore une fois, à moitié de l'inflation le 1er janvier. C'est aussi une demande du RN. D'ailleurs, le RN veut revaloriser à 100% de l'inflation, pas à la moitié. Mais est-ce que c'est une bonne mesure, alors qu'il y a déjà eu une revalorisation en avril? Est-ce qu'il ne faut pas favoriser les actifs? Bien sûr. C'est ce qu'on dit. Question que je pose. Tout le monde Mais écoutez, c'est quand même... Moi, je vais vous dire. Il y a eu un truc qui a été dit sur cette antenne, il y a un instant, par Marc Toiti, qui fréquente toutes les personnes de l'État. Et qui les a fréquentées gouvernement après gouvernement, notre économiste Marc Toiti. Il a dit un truc, et je vais vous dire, il faut s'arrêter là. Et là, quand il a dit ça, moi, aujourd'hui, c'est ça qui me met le plus à terre. C'est ce qu'il a dit à la fin, Marc Toiti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour redresser la France, mais personne ne veut et ne peut le faire à cause des hauts fonctionnaires et du système en France. Je vous l'ai dit. Vous l'avez dit, Marie-Odile, c'est vrai. À cause du système et des hauts fonctionnaires et aujourd'hui du système français qui bloque tout. Il l'a dit. On va pas se raconter d'histoire. À un moment, oui, tous les gens qui passent en télé, oui, ils savent les trucs. Mais ne croyez pas, un Bruno Le Maire, c'est quand même pas un abruti. C'est vrai. Et puis il a des conseillers. Il peut parler lui aussi à Marc Toiti. Dès qu'il parle à quelqu'un, il sait ce qu'il faut faire pour redresser la France. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que tant que vous n'aurez pas un mec qui va dire, moi, je reprends c'est une feuille blanche et j'arrête tout ce système depuis des années. Et là, il y en a beaucoup qui vont perdre énormément de privilèges. Croyez-moi, c'est pour ça qu'ils bloquent tout. Vous croyez quoi? Mais vous croyez quoi? Pourquoi à chaque fois ils se mobilisent tous à chaque fois qu'ils sentent qu'il y a un truc, qui va se passer? À chaque fois, ils se mobilisent tous. Parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Mais bien sûr, ils se disent si, et ils veulent garder leurs petits privilèges. Donc aujourd'hui, où t'as un mec qui est pas dans le système et qui dit moi, écoutez-moi bien, tout ça c'est terminé et on va virer tout le monde et on va repartir de zéro, vraiment. Ou bien, je vous le dis, on ne pourra jamais rien faire en France. Donc, et Cyril, vous cherchez un Trump français. Exactement. Oui, mais je pense que c'est... Excusez-moi, mais je suis Olivier d'Artigol, vous avez bien résumé. Voilà, mais oui, je pense que c'est le problème que tant que tu auras des mecs... moi, je croyais que Macron, il était hors système. Parce que c'était pas... C'est un produit du système. Exactement, mais en vrai, c'est un produit du système. Dans le système. Bien sûr, il a les deux pieds. Mais tant que tu auras des mecs du système... Je vous le dis, ça sert à rien, à droite, à gauche, milieu, ça ne sert à rien. Croyez-moi, ça ne sert à rien parce que ce ne sont pas eux qui décident. Voilà. Mais sur le Trump, déjà, est-ce qu'un milliardaire peut être élu en France? Bien sûr que non. Avec la différence qu'on a par rapport au succès, par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on voit une belle voiture aux États-Unis, on se demande comment on peut en avoir une. Moi, je vais vous et dire en France, on se demande comment on peut avoir celle qu'on voit. Non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il y a énormément de Français. Moi, les Français, ils s'en foutent. Milliardaires, pas milliardaires. Ils veulent juste un mec qui redresse la France et qui fasse du bien à leur quotidien. Et ils sont des millions. Exactement. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, les Français, moi, je suis pas d'accord avec vous. Ils veulent un mec qui redresse la France. C'est tout. Ils veulent un mec qui dise, moi, je suis pas du système et je vais tout remettre à zéro. Voilà, et je vais repartir d'une feuille blanche. Je suis sûr que Marie-Odile, elle s'en fout total de voter pour un milliardaire ou pas milliardaire. J'aimerais quand même bien en placer une, j'aimerais bien en placer une. Allez-y, Marie-Odile. Oui, Marie-Odile. Oui.
Mais oui, mais moi, j'ai travaillé 30 ans à peu près dans le système. Ils sont tous à gauche. N'importe quoi qui arrive sur le bureau, si ça ne leur convient pas. Regardez les programmes scolaires, jamais ça ne changera. Parce que c'est eux qui détiennent les clés des programmes scolaires. La gauche. Ils sont là partout, même quand on ne les voit pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est... Et en plus de ça, vous le savez, l'ARCOM, c'est quand même Macron qui nomme les chefs de l'ARCOM. Bah là d'ailleurs, il vient de nommer d'ailleurs, on a eu le nom du prochain président de l'ARCOM, on en parlera demain. Oui. Et puis, tout est comme ça. Mais moi, une fois, je me suis rebellée. Ça m'a coûté 7 ans de retard de mes avancements quand je travaillais. 7 ans. Je suis restée au même stade. J'ai pas eu un centime d'avancement, ni de position. Ils ponctionnent tout. Ils sont partout. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent que rien ne change. Regardez quand il y a regardez Fillon. Certes, Pénélope, tout ça chez eux. Oui, il y avait cette histoire de costume. Il a en 2 mois et demi, quand même. Bien sûr. Faut pas oublier. Et lui, comme vous disiez, un Français qui veut tout casser, tout révolutionner, c'était son programme. Parce que moi, j'ai assisté à beaucoup. J'ai même assisté à des discours de François Hollande. Hein. J'y ai presque cru, vous voyez. Comme Macron, j'y ai presque cru. Hein, mais on est foutus. Mais Marie-Odile, vous, est-ce que vous seriez prête, vous, je suis persuadé, vous vous en fichez totalement de voter pour un milliardaire ou d'un millionnaire. Moi, je vote pour quelqu'un qui travaille pour la France. Exactement, je pense qu'ils s'en foutent totalement. Parce qu'il y a un truc. Nous, on avait un profil à la tapis. Exactement, parce qu'il y a un truc, je vais vous dire un truc. Oui, tapis, non, mais voilà, mais il faut un profil un profil de quelqu'un qui sort, qui est pas dans le système. Trump, il est pour l'Allemagne, Merkel, elle a toujours travaillé pour l'Allemagne. Nous, Macron, la France, il travaille pour l'Europe, Macron. Son but, c'est l'Europe. Faire de la France un département. l'UE, mais l'UE, elle est derrière tout ça. Il y a 85 à 87% de tout qui se décide là-haut. Le Mercosur et tout le bazar. Mais c'est à Bruxelles que ça s'est discuté. C'est pas à Paris, hein. Vous savez, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Macron, il a beau dire je suis contre, alors qu'il était pour, puisqu'il a négocié avec eux. Quel faux cul, ce mec. Elle est énervée, Marie-Odile. Oui, Gauthier Lebret. Mais justement sur Trump et le système, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Si il faut un Trump, donc un type Trump avec quelqu'un qui sera anti-système, mais toute la stratégie du Rassemblement National, c'est l'inverse de celle de Donald Trump. C'est de lisser le discours, ne pas faire d'outrance, être dans le système, plaire pourquoi pas même au système. Et c'est depuis qu'ils ont cette stratégie qu'ils gagnent des voix. Est-ce que ça leur permettrait d'avoir 51%? Ça, je ne le sais pas. Mais force est de constater que Marine Le Pen a eu des meilleurs résultats électoraux que son père. Oui, mais je ne parle pas de... Oui, mais alors, je vais vous dire, Gauthier Lebret, vous parlez du Rassemblement National. Le Rassemblement National, forcément, ils veulent rentrer dans l'arc républicain. Donc eux, ils veulent se normaliser à fond, et c'est leur stratégie. On peut le comprendre. C'est ce que veulent les Français. Moi, je ne parle pas de moi, je parle par exemple d'un mec je parle pas d'un mec qui ressortirait du Rassemblement National. Je parle pas d'un mec qui sortirait. Quelqu'un qui surgit et qui soit disruptif. Quelqu'un qui surgit, qui aurait réussi société civile, monde économique, et qui dit bon, moi j'ai réussi ma vie, mais je vais m'occuper du pays. Et aujourd'hui, qui dit aujourd'hui, moi je veux m'occuper de la France. Aujourd'hui, moi j'ai réussi, donc j'ai aucun. Vous voyez qui? Franchement, j'en ai pas. J'en ai pas, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il faut quelqu'un qui casse tout. Parce qu'on l'a entendu, on le voit bien, vous voyez bien que sinon ça bougera pas. Mais est-ce que ça marche sur les Français, ça? Parce que je suis pas sûre que l'électorat qu'a obtenu Trump, on l'est en France. Je ne crois pas. Les Français veulent que ça bouge en tout cas, donc voilà. Les Français sont un peuple éduqué politiquement et on leur fait pas avaler n'importe quoi. Bah oui. Croyez-moi. Oui, mais je connais des gens de tous les niveaux. On n'a pas dit qu'on leur fera avaler n'importe quoi, Marie-Odile. On leur a dit qu'on va y avoir quelqu'un qui justement qui va remettre tout à plat. Vous savez, Marine Le Pen ne fera pas de miracle. Hein. Moi, je suis de droite traditionnelle. Mais c'est le système, de toute façon, avec le système. Mais le système, ils sont tous là, ils sont en place. Il y aura Mediapart qui va s'occuper d'un homme de droite qui veut tout casser. Hein. Croyez-moi, il sera là et ils ont tout leur dossier. S'il y en a un qui sort, moi j'aime beaucoup David Lisnard. Je sais pas si vous connaissez. Oui, le maire de Cannes. Oui, je le trouve très bien cet homme-là, moi. Hein, et bon, il y en a d'autres, mais la droite, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont être 10 sur la ligne de départ. Oui, parce que David Lisnard vient d'annoncer qu'il était partant pour la présidentielle. Marie-Odile, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Marie-Odile. Allez, à tout à l'heure. Oh là, il y a un truc qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Aide médicale pour les sans-papiers. Barnier veut sensiblement baisser les soins pris en charge.
il écoute l'émission. Le panier de soins, oui. Il écoute l'émission. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il y a Valérie qui est avec nous, pas Benaïm. Non, pas Benaïm, mais une auditrice qui va être avec nous dans un instant. Il y a D'Artigol, bien entendu, il y a Gauthier Lebray, il y a Valérie Benaoum et il y a Fabien Lecoeuvre qui a fait une chronique incroyable. Incroyable. Oui, Gauthier Lebray. Il y a quand même Michel Barnier qui vient de nous donner raison depuis septembre. On parle de l'aide médicale d'État et du panier de soins qui serait trop large et trop onéreux, plus d'1 milliard par an, 1,2 milliard d'euros. On est passé je pense que Michel Barnier écoute Europe 1. On est quand même passé du gouvernement qui voulait augmenter, souvenez-vous, le budget de l'AME de 100 millions. C'est ça. On va le réduire. Et on va réduire le panier de soins. Donc, vous savez, c'est bien de reconnaître ses erreurs. Pression maximale aussi de Marine Le Pen. J'ai quelqu'un, par exemple, j'espère qu'elle va reconnaître son erreur ce soir. C'est Géraldine Mailly sur Kylian Mbappé. Parce que je dis juste un petit truc sur Kylian Mbappé. On se dit 2 petites secondes. J'avais raison. On peut dire quand même que j'avais raison. Merci. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Merci. Voilà, on peut le dire. Merci. C'est même pas que vous avez raison à 99%. Merci. Vous avez raison à 100%. Non mais Gauthier, on est d'accord. Kylian Mbappé, c'est une catastrophe. Mais même moi qui ne m'intéresse pas plus que ça au football, il faut choisir au bout d'un moment, on peut pas faire politique et foot à longueur de journée. La presse espagnole, les titres de la presse espagnole me sont arrivés avec une photo absolument terrible en plus, où on le voit après une mauvaise action, quasiment avec la tête contre le sol, les fers en l'air et avec des titres de presse absolument terribles pour lui. Ouais. Bah oui, voilà, donc je vous le dis, on est. Est-ce que vous pensez qu'il peut remonter la pente? C'est terminé, c'est fini. Que c'est fini. Ils vont le pousser vers la sortie. Le Real Madrid est dans une situation catastrophique. On va commencer à le mettre sur le banc, c'est obligé. Je vais vous dire, quand à un moment vous faites plus rêver votre femme, elle vous met sur le banc des remplaçants. C'est ce qui va lui arriver. Voilà. Bah oui les gars, regardez, D'Artigol fait encore rêver sa fiancée. Et il est tous les soirs, il est tous les soirs sur le terrain, je peux vous dire. Et il en marque des buts. Allez, on parle de la situation, bien entendu. La tempête financière prédit par Michel Barnier, et j'aimerais que les auditeurs d'Europe 1 nous parlent de leur situation et de ce qu'ils en pensent. Moi, ce qui me rend fou, et je le dis depuis le début de l'émission, depuis le début de l'émission, depuis que j'ai écouté Marc Toiti notamment, c'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais personne ne peut le faire et personne ne veut le faire, et surtout personne n'a le courage de dire il faut tout changer, puisque comme nous l'a dit Marc Toiti, il parle avec énormément de monde, l'économiste Marc Toiti, et il l'a dit, aujourd'hui tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais on peut pas le faire parce que c'est pas les politiques qui contrôlent la France. Donc c'est quand même incroyable, mais à un moment il faut taper du poing sur la table. De mener leur administration et de pas de se faire écraser par elle. Bravo. Bah c'est ça, parce qu'ils n'ont pas le courage de mener leur administration, et donc forcément ils se font bouffer. Et donc aujourd'hui, ça sert à rien de... Je suis pas sûr quelqu'un comme Nicolas Sarkozy se fasse bouffer par son administration. Moi aussi, je pense que ça dépend aussi du politique. Moi aussi, je pense pas que Nicolas Sarkozy se fasse bouffer. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont voulu tuer Nicolas Sarkozy, vous croyez pas Bien sûr. Bah bien sûr, croyez quoi? Bah oui, il s'est mis beaucoup de monde à dos parce qu'il voulait tout réformer et dire voilà, on va repartir d'une feuille blanche, ça suffit. Il voulait s'attaquer aux fonctionnaires et forcément. Et à commencer par le syndicat de la magistrature. Exactement. Il voulait réformer totalement l'école. C'est vrai, non, mais c'est vrai, il n'a pas réussi. Ah oui, l'école de la magistrature. Oui, bien sûr. Pas l'école maternelle. Pas l'école maternelle. Merci, oui. Valérie est avec nous de Haute-Garonne. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Cyril et bonjour à toute l'équipe. Merci Valérie d'être avec nous sur Europe 1. J'aimerais qu'on parle de vous, dites-nous tout. Alors déjà, pour commencer, je voulais vous dire merci beaucoup. Merci Valérie. Parce que vous êtes les seuls à faire un contre-pouvoir de tout ce qui se passe non officiel, et je pense que c'est pour ça que ça fait peur un petit peu à l'Arcom, donc au gouvernement, et je trouve ça lamentable. Déjà, vous m'entendez? Oui, merci. Ce qu'il dit, on vient de me parler dans l'oreille, je sais même pas ce qu'il me dit là, William. Oui, on vous entend Valérie, oui. Oui, alors en fait, moi si vous voulez, je suis hôtelière, je suis la 6e génération, et je suis en train de vendre mon entreprise, parce qu'on s'en sort plus, voilà. Donc c'est un peu comme les agriculteurs qui ont une concurrence déloyale, c'est un peu comme les taxis avec les Uber, c'est un peu comme les boulangers parce qu'ils ont une énergie trop importante. Et nous, là où c'est compliqué, en fait, c'est par rapport, ça a commencé avec les Airbnb, et là maintenant c'est même sur Booking, où vous avez des particuliers qui louent des appartements. Avant ils le faisaient à la semaine, et maintenant ils le font à la nuitée. Voilà. Alors, c'est des gens qui n'ont pas de taxes professionnelles, pour la plupart, qui déclarent ce qu'ils veulent, on ne sait pas, parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Et en plus, qui n'ont pas de commission de sécurité, quoi.
Donc, dans la commune où je suis, on est 9 hôtels. Il reste que 9 hôtels, on est 5 à vendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, bien sûr. Et tout ça, multiplié par combien de commerces? C'est-à-dire que là, l'État est en train de nous couler. Monsieur Macron est en train de faire tout pour couler les PME et les PMI. Il ne voit qu'à l'international, par rapport à l'Europe. Il est en train de nous crever. Et c'est lamentable. Et après, je ne vois pas qui, à part un Trump, oui, vous en avez parlé tout à l'heure, à part un Trump, un entrepreneur, quelqu'un qui sait compter, qui a envie de bouger. Mais pour moi, tous les gens que nous avons en place, ils s'en foutent. Ah mais moi je suis. Ah non, moi je suis un peu. Alors Valérie Benaïm, vous hochez la tête. Moi je suis un peu d'accord avec Valérie. Je suis un peu d'accord avec Valérie. Vous allez lui répondre dans un instant. Mais moi je suis un peu d'accord avec Valérie quand j'ai dit à un moment. Mais vous n'avez pas compris. Ils se tiennent tous. Mais vous croyez quoi? À droite, gauche, milieu. Ils se tiennent tous. Il faut un mec qui dise on arrête tout. Et c'est pour ça qu'à chaque fois. Mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils font barrage tous. Arrêtez de faire. Il faut arrêter vraiment de se voiler la face. On en parle dans un instant. Il est 17h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. Gauthier Lebray, vous êtes heureux avec moi. Moi, je suis très heureux parce que vous nous faites part de vos confidences, de vos passions. Et franchement, ça me touche beaucoup. C'est un homme riche intérieurement. Oui. Et... Merci. Les gens devraient plus vous découvrir. Et on devrait faire une émission aussi spéciale pub. Pas sûr, ça en revanche. Pas sûr qu'il y en ait une deuxième. Ça me touche beaucoup ce que vous me dites. Olivier d'Artigol, merci aussi. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est vrai. J'espère que c'est réciproque. Oui, je suis bien. On découvre un homme dense. J'apprends beaucoup de choses. Voilà. Merci. Puis ce qui est beau avec Olivier, c'est de voir un homme remonter la pente parce qu'il est quand même parti très très bas en début de semaine. C'est vrai, et là, il remonte la pente petit à petit. J'ai eu un coup de mou. Il y a eu un coup de mou. Bah écoutez, ça m'arrive jamais ça. Merci. Olivier d'Artigol. C'est Benaïm qui prend la nouvelle avec circonscription. Circonspection. Voilà. Circoncision. Non, pas circoncision. Elle prend pas la nouvelle. Elle prend pas la nouvelle avec circoncision. Non, Valérie Benaïm. Non, elle prend la nouvelle avec circonspection. Valérie était avec nous il y a un instant sur Europe 1 et on parle alors de la tempête financière à venir. C'est ce que nous a prédit Michel Barnier et c'est ce que nous a prédit notre économiste tout à l'heure en début d'émission, Marc Toiti. Valérie, vous avez eu un discours il y a un instant et Valérie Benaïm n'était pas tout à fait d'accord avec vous. Non, mais j'entendais évidemment quand on entend que dans une même commune, il y a 9 hôtels et que sur les 9 hôtels, 5 vont être mis en vente parce qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Évidemment, on ne peut que dire qu'il y a un vrai souci et qu'il y a un problème au sein du gouvernement et de la façon dont on gère l'économie. Ce que je n'aime pas en revanche, ou en tout cas j'ai un peu plus de mal, c'est le discours qui englobe un peu tout le monde et qui dit tous des nuls, tous des pourris, en gros ils font exprès de ne pas avancer. Je n'y crois pas. Je pense qu'ils sont des hommes de bonne volonté et que peut-être effectivement il y a des freins au sein de l'administration, mais que voilà. C'est pas qu'ils font pas exprès, c'est qu'ils s'en moquent royalement. Ils ont leurs petits privilèges, ils ont leur petit statut, et le reste, ils sont hors sol. Ils n'ont aucune notion de rien. Parce que moi, l'avantage que j'ai par rapport aux autres, même si je suis sous antidépresseur, tout ce que vous voulez, c'est que moi, j'ai quand même un bien à vendre, qui va se transformer en appartement. Mais vous prenez les agriculteurs. Bien sûr. À qui ils vont revendre leur exploitation? Bien sûr. Mais pourquoi ils se flinguent? Mais vous croyez que c'est normal tout ça? Et il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge. Ils sont en train de crever la France économiquement parce que tous les emplois qu'on génère, c'est des gens comme, même quand on voit Michelin, les grosses boîtes là, qui sont sponsorisées par l'État, qui vont fermer alors qu'ils font du bénéfice. Mais vous n'allez pas me dire. C'est une honte. Et là, tous les gens qu'on met sur le carreau, il y en a combien? Que ce soit par rapport aux petits boulangers. En fait, ils veulent tous, enfin surtout notre président, qu'on aille bouffer la même baguette dans les Lidl, les Intermarchés, les Carrefour. Qu'il n'y ait plus de petits, à part les bobos qui seront dans les beaux quartiers, qui auront leur boulanger et qui payeront 3 € la baguette et qui s'en foutent. Mais c'est tout. Mais c'est-à-dire qu'on ne pense pas aux gens du peuple. On ne pense pas aux gens qui déjà ont du mal à bouffer à la fin du mois en travaillant. Mais c'est une honte. Je suis d'accord avec vous. Alors, entre ça, plus l'insécurité... exactement. Mais on va où? Bien sûr. On va dans le mur. On va dans le mur, Valérie. Mais bien sûr, moi je suis d'origine espagnole. Moi je suis désolée. Même mon nom est espagnol.
Mais purée, quand il y a un match France-Espagne, je sors pas le drapeau espagnol, hein. Voilà. Sauf la dernière fois. Mais bon. Sauf en demi-finale la dernière fois. En demi-finale la dernière fois, vous avez sorti le drapeau espagnol. Voilà quoi. Donc même si je renie pas mes origines, parce que c'est mes origines, mais je suis française de bon sang. Et j'aime ma France. Mes grands-parents, ils sont arrivés en 36 grâce à Franco. On les a parqués. Ils sont arrivés, on leur a rien donné. Ils ont bossé. Bien sûr. Ils ont bossé. Et ils ont eu le respect d'avoir été accueillis. Après, ils se sont retrouvés avec la guerre 39-45. Ils ont été se battre. Là aussi, j'ai pété les plombs, moi, l'an dernier. Moi, le 10 octobre l'an dernier, au matin, l'an dernier, quand j'ai vu comment ça partait avec la LSI, je suis parti à la gendarmerie, j'ai une plainte. Bien sûr. Ah oui. J'avais honte. Bien sûr. C'est pas possible, mais je pensais pas qu'un an après, on en soit arrivé là. Je pensais pas avoir autant de pif. Merci. Et qu'on laisse faire tout ça. Bah oui, c'est ça. Normal. C'est ça le pire. Merci Valérie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci avec beaucoup. Et je vous fais de gros bisous et gardez le moral, Valérie. Je vous fais un gros bisou. Ouais, et vous continuez, accrochez-vous. Hein. Eh ben merci Valérie, on pense fort à vous et vraiment garder le moral, c'est important pour nous. Je vous fais de gros bisous Valérie. Ouais, merci. Ouais. Merci, c'est important, c'est important. Oui, Gauthier Lebray. Valérie parlait de la France Insoumise. Il y a eu un nouveau dérapage aujourd'hui de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, du Bernalicis dont on parlait en début de semaine parce qu'il voulait dissoudre, enfin abroger le délit d'apologie du terrorisme. Et aujourd'hui à l'Assemblée, alors que c'est la niche, donc la journée réservée à la France Insoumise à l'Assemblée, il a dit aux députés qui s'opposaient à lui, faites attention, vos votes seront publics sur le site de l'Assemblée, il y aura vos noms. On a le son, écoutez. Faites attention, parce que ce sera public sur le site de l'Assemblée nationale. Il y aura des listes avec vos noms, qui a voté pour, qui a voté contre. Moi, je serai vous. J'y réfléchirai à deux fois. Attention, s'il vous plaît. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Si on peut éviter ce type de pression entre nous, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur. Je ne le dirai pas deux fois. Non, mais... Et ils affichent ils affichent les noms et les photos des députés macronistes sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le sujet, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Et parce que si ça s'arrête, c'est un peu comme Cendrillon, si la journée à minuit, tout s'arrête. Donc le carrosse redevient citrouille et les débats s'arrêtent. Donc pour empêcher la France Insoumise et le RN d'abroger la réforme des retraites, il y a les macronistes qui déposent des milliers de sous-amendements pour que à minuit, rien ne soit voté. Et donc c'est pourquoi Hugo Bernalicis leur dit les menace en disant ce que vous ferez sera rendu public, vos noms seront publics. Exactement. On a Laurent en ligne du Var. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Alors Laurent, vous m'entendez bien ? Oui, très bien, merci Laurent, merci d'être avec nous. Alors au standard, William vous a avec Shannon, ils vous ont calé. Ça nous fait très plaisir de vous avoir, mais vous parlez de Macron, ils vous ont calé pour le Macron la démission. Écoutez, moi c'est même pas un sujet que je veux aborder. Enfin, je veux bien discuter avec vous avec plaisir, hein, Laurent. Non, mais moi j'appelais justement pour le budget. Parce que Laurent, juste entre parenthèses, ça, il rêve, il démissionnerait. Ça, bien sûr. Donc il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de parler pour ne rien dire. Donc Laurent, allez-y, je vous écoute. Merci Laurent. Ouais, moi j'appelle plus pour les personnes qui nous gouvernent. Oui. Moi je trouve que c'est tous des incompétents. Parce que il faut, comme vous dites, pour partir avec une feuille blanche et tout repartir de zéro. C'est plus possible. Mais Laurent, c'est plus possible. Laurent, vous avez entendu ce qu'on a dit. C'est pire, moi, ce qu'a dit l'économiste tout à l'heure, Marc Toiti. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, 17h47, on est en direct. Ce qu'a dit Marc Toiti, c'est bien pire que des incompétents. Si c'était des incompétents, à la limite, moi je me dis, à un moment, il va y avoir des mecs compétents, donc on va pouvoir s'en sortir. Mais ce qu'a dit Marc Toiti tout à l'heure, c'est qu'ils savent tous comment faire pour redresser la France, mais qu'ils ne le font pas. C'est ça qui est fou. Mais c'est ça qui me rend fou, Laurent. Manque de courage. Bah oui, manque de courage. Et pourquoi ? Bien sûr. Bah, parce qu'ils veulent toujours aller venant des dîners avec les mecs, les hauts fonctionnaires, avec les trucs, avoir leurs petits privilèges, dire ah bah non moi je veux pas être contre le système parce que sinon de toute façon on va me torpiller derrière. Ils ont tellement peur de se faire torpiller derrière qu'ils ne font rien. C'est ça, Laurent. Donc c'est encore pire. Tout à fait. C'est encore pire. C'est pour toutes les décisions. Regardez tout ce qu'on prend comme décision dans l'insécurité. C'est pareil. C'est tout à contraire. Et c'est même pas du bon sens. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de bon sens dans leur démarche en plus. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre que même les personnes du peuple pourraient mieux gouverner qu'eux, parce que si vous avez 20 euros, vous en dépensez 30, vous allez être en déficit de 10 euros. C'est fini, c'est pas plus dur que ça. Quoi. Mais Laurent, franchement, il faut vraiment que ce soit des pipes totales pour vraiment ne pas se rendre compte de ce qu'il faut faire. Donc ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Parce qu'on leur dit que c'est pas possible. C'est ça qui est fou, Laurent. Oui, allez-y. Est-ce que vous les entendez dire
tous ces ministres, ces anciens ministres, ces premiers ministres, nous, comme on a beaucoup de revenus, on va faire un effort pour la France. Jamais vous les entendez dire, nous, on va faire des sacrifices pour la France. C'est que les gens du peuple, en fin de compte, qu'il faut toujours payer. Effectivement, si vous augmentez les charges, si on a les impôts, il y a moins de, c'est sûr que les gens ont moins d'argent pour vivre. C'est tellement logique. C'est logique. Et les entreprises sont étranglées, Laurent. Donc forcément, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut fermer les robinets. Il faut fermer tous les robinets déjà de tous les. Est-ce que c'est normal que les gens qui travaillent gagnent moins que les gens qui fassent rien? Exactement. Bravo. Moi, je suis à bout. Mais c'est ça. Quand j'entends ça. Mais c'est pour ça. Le mec se dit, mais moi, je vais pas aller travailler. On en parlait la dernière fois dans l'émission. Tous les petits boulots. Et on dit non, il faut de la main d'œuvre de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bah oui, mais les mecs, ils veulent pas y aller. Ils disent, moi, je regagne plus d'argent à rester chez moi que d'aller me faire chier, aller faire un travail paisible. Lâcher la grappe des actifs. Lâcher la grappe des actifs. Donc on n'aide pas les gens qui travaillent. On valorise pas le travail en France. On valorise pas le travail. Exactement. On favorise les feignants et les gens qui profitent du système. Moi, je favorise tous les robinets. C'est fini. Il n'y a plus un rond. Mais Laurent, moi je suis d'accord avec vous à fond. Mais le problème qu'il y a, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas un qui a le courage de le faire. Parce qu'ils sont tenus, ils sont tous tenus, ils se tiennent tous entre eux, et forcément, ils peuvent pas bouger. Ils peuvent pas bouger. Ils mangent tous dans la même gamelle. Ils mangent tous dans la même gamelle. Et au bout du compte, ils mangent tous ensemble. Ils s'engueulent et le soir, ils mangent tous ensemble. Mais exactement. Vous croyez quoi? Moi, je les ai vus sur les plateaux, mon Laurent. Je les ai vus sur les plateaux. Ils sont en train de se foutre sur la gueule sur les plateaux. 5 minutes après, ils sont en train de se faire des bisous et de se dire, allez, on se rappelle, on s'appelle dans la semaine, on déjeune ensemble. Je les ai vus. Arrêtez. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non, mais c'est vrai. Gauthier Lebret, on le sait. Bah oui, arrêtez. Bien sûr, il y a beaucoup de. Mais alors là, à la limite, ça me choque pas. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la France insoumise qui refuse de serrer la main. Oui, c'est ça. Parce que c'est la peste, c'est le choléra. On peut pas être d'accord sur les idées, être courtois et être amis. Que les gens ne pensent pas, qui ne pensent pas pareil, puissent se parler et puissent pourquoi pas déjeuner ensemble. Oui, mais c'est pas ça, moi, qui me choque. Et c'est pas dans ce sens-là dont on parlait avec Laurent, qu'on en parlait avec Laurent. C'est que, en vrai, on va pas se mentir, ils veulent pas que ça bouge. Arrêtez, les mecs, ils veulent pas que ça bouge. Dites-le, il faut le dire à un moment. Ils ont trop à perdre. Mais bien sûr, ils ont trop à perdre, ils veulent pas que ça bouge, personne ne veut que ça bouge, donc arrêtez. Laurent nous parlait des retraites des anciens premiers ministres. Ça y est, Michel Barnier va enfin leur demander un effort, parce qu'il y a un rapport qui est sorti sur le coût faramineux que nous coûtent les anciens premiers ministres. Là, Michel Barnier leur a dit, vous allez devoir faire un effort, sans qu'on sache vraiment à quel montant va se fixer cet effort. Et moi, l'effort, je l'aurais vite fait. Moi, je peux vous dire. Donnez-moi le classement. Vous allez être content. Non, mais je l'ai vu, le classement. Mais bon, je vais vous dire, voilà, je vais donner 2-3 exemples. Par exemple, Bernard Cazeneuve, il coûte 200 à 1000 euros par an. Il est resté 5 mois, Matignon. Vous vous rendez compte? 5 mois. Dominique de Villepin, il coûte 200 000 euros par an à la France, alors qu'il prend 200 000 euros par mois pour conseiller les pays du Golfe. Donc, vous vous rendez compte, il prend 200 000 euros par mois, Dominique de Villepin, mais on lui rajoute 200 000 euros par... Non, il prend 200 000 euros par mois. Avec son business à lui. Avec son business à lui. Et on lui rajoute en plus, on lui rajoute un 13e mois. On est gentil, on lui rajoute un 13e mois, 200 000 euros à Dominique de Villepin, que les Français payent. Les mecs, quand je vous dis qu'on marche sur la tête ici, dans ce pays, il faut arrêter 2 minutes. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. Voilà, merci. Les gens sont en train de crever. Et eux, ils se prennent des 200 000 et des 300 000. Ils sont contents. Allez, mais t'inquiète pas pour les fins du mois, par contre. Non, ils n'ont pas de problème de fin du mois. Bravo à Jean Castex, qui a refusé, qui prend que 3 000 euros par an. Il n'y a que lui qui est là. Et qui prend le métro comme tout le monde. Mais c'est pas parce qu'il a travaillé, parce que regardez, Dominique de Villepin, il pourrait très bien refuser. Il prend 200 000 euros par mois, Dominique de Villepin. Mais il est content de se prendre ces 200 000 euros en plus. Mais il fait le beau, il vient faire le beau à la télévision. Je l'ai vu encore. Il est content, il a un beau brushing et il prend 200 000. Bien sûr, il a un beau brushing, il prend 200 000 euros par mois. Donc il est content. Merci Laurent d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Moi je suis tous les jours. Merci, vous êtes à la voix. Vous me rappelez Laurent, c'était super notre échange. Merci. Je vous embrasse fort. Allez tout de suite Laurence Ferrari, punchline sur CNews et Europe 1. Salut à tous.